Bonjour à tous. Donc ce matin, nous allons, j'allais dire, parler j'allais dire, de quelque chose de récurrent. J'imagine que dans votre métier, les documents export n'ont plus vraiment de secret pour vous, mais un petit tour d'horizon ne fait jamais de mal. Alors, je suis accompagnée par ma collègue des Côtes d'Armor, Annie Lemasson, que certains d'entre vous connaissent très certainement. Annie Bonjour. donc, va m'épauler pour tout ce qui est questions-réponses. Et puis, bon, éventuellement, si par rapport à une question, elle a, comment dire, quelque chose à apporter, évidemment, il n'y a bien sûr aucun souci. Donc, cette séance, enfin, ce webinaire est enregistré. Sachez que la présentation vous sera adressée d'ici quelques jours. Et quand le webinaire sera en ligne sur le site de Bretagne Commerce International, vous pourrez ou vos collaborateurs le regarder en replay, sans problème. Avant j'allais dire, de démarrer dans le vif du sujet, si je peux parler comme ça, je vais vous faire une petite présentation de Bretagne Commerce International, qui est donc l'association, enfin votre partenaire en matière de développement international sur la région Bretagne. Ah, j'ai comme un petit souci pour descendre Ah, ça y est, voilà. Donc, qui est donc Bretagne Commerce International? Eh bien, nous sommes une association dont le siège est basé à Rennes. VCI compte à peu près 1000 adhérents au niveau de la région Bretagne. Je ne vais pas tout vous, je vais dire, vous décortiquer la slide, mais vous voyez un peu le nombre d'entreprises que nous accompagnons sur sur une année. Vous voyez également toutes les entreprises qui participent à notre manifestation annuelle qui s'appelle l'Open de l'International. Je vous en parlerai dans quelques minutes, puisque l'édition 2021 va avoir lieu bientôt. Nous organisons également des salons internationaux. Nous travaillons en collaboration avec la Team France Export et nous avons régulièrement des stands Bretagne sur les salons à l'international. Enfin, je veux dire, je parle d'avant la crise sanitaire, bien entendu. Et puis, le nombre de participations d'entreprises, vous voyez, à tout ce qui est, j'allais dire, collectif, nos réunions d'information sur toute l'année. Donc, nous sommes une équipe de 40 personnes. Vous avez donc une équipe en territoire, une équipe en général de 2 personnes dans chacun des départements bretons. Moi, je suis conseillère technique et réglementaire au niveau du Morbihan. M'accompagne donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ma collègue des Côtes d'Armor. Et puis, si vous voulez, indépendamment de la personne en charge du technique et du réglementaire, nous avons donc un collègue qui s'occupe, lui, de tout ce qui est stratégique, c'est-à-dire il va aller vous proposer éventuellement un diagnostic, discuter de votre stratégie à l'international, parler j'allais dire, de nouvelles zones, j'allais dire, de prospection, enfin, vous aider à décortiquer un petit peu tout ce qui touche, c'est-à-dire à votre développement international, y compris les soutiens à l'export. Nous avons bien sûr également au siège des collaborateurs, un service administratif, et puis des chargés d'affaires qui sont, eux, compétents, j'allais dire, en sectoriel. Nous avons un monsieur agroalimentaire, une madame élevage, un monsieur numérique et une madame également industrie et, comment dire, biens de consommation, santé et habitat. Donc, 2 axes prioritaires pour l'équipe de BCI, c'est vous informer, vous sensibiliser. Je veux dire, ma collègue comme moi, on informe, j'allais dire au jour le jour. Notre travail quotidien, c'est d'être à votre écoute pour vous informer et puis répondre à vos questions. Et également, nous accompagnons les entreprises, bien sûr, à l'étranger, par le biais d'une équipe de prestataires avec lesquels nous travaillons. Ils sont tous basés à l'étranger. Donc, nous travaillons à peu près avec 180 prestataires sur une centaine de pays. Donc voilà, bon là, je ne vous récapitule pas tout. Quand vous aurez le PowerPoint sous les yeux, vous pourrez, comment dire, le regarder en détail. Mais sachez que nous intervenons dans tous ces points. Structuration, technique et réglementaire, les missions, des salons, des rendez-vous acheteurs. Vous devez recevoir ceux qui sont dans le secteur concerné, recevoir régulièrement des mails de notre siège concernant des rendez-vous acheteurs, Pologne, Chine, enfin il y a un peu tout. Et également une équipe qui peut vous aider à vous implanter à l'étranger si tel est votre souhait. Enfin, alors j'ai parlé un tout petit peu de diagnostic que l'on propose. Alors le nôtre, certains d'entre vous ont dû en bénéficier, j'imagine. L'équipe technique et réglementaire, elle propose un diagnostic qui dure environ, enfin, entre 2h30 et 3 heures, où on se rend dans l'entreprise. On peut le faire également en visio, bien sûr, depuis la crise sanitaire, et on met à plat avec vous tout votre administratif export.
hein. Comment vous fonctionnez au niveau des Incoterms? Quelles est, les mentions sur les factures? Est-ce que vous n'avez pas de soucis? Comment est-ce que vous élaborez votre, j'allais dire votre facture? Est-ce que vous disposez bien de vos, comment dire, des déclarations en douane, export, enfin des justificatifs d'exportation? Donc on fait tout ça pendant 3 heures et il en ressort un compte rendu qu'on vous adresse avec des préconisations si tel est le cas. C'est aussi l'occasion pour vous, de nous poser toutes sortes de questions que vous pourriez, enfin, des préoccupations que vous pourriez avoir à un moment donné. Et la partie de gauche, vous voyez le diagnostic qui, lui, est réalisé par l'équipe stratégique, qui s'appelle donc PAC Entreprise Marché, où, comment dire, le collaborateur fait un diagnostic export, donc avec en général le dirigeant ou le commercial export de l'entreprise, et puis préconise des marchés, un marché, nouveau marché dans ces cas en général, hein, et puis peut discuter avec vous de la mise en place d'un plan d'action de financement. Bon, il peut vous expliquer aussi euh, comment vous faire aider par, comment dire, BPI France en cas de besoin. Voilà, donc ça, c'est les 2 diagnostics que vous pouvez obtenir par l'équipe donc de Bretagne Commerce International. Comment dire, ces diagnostics sont absolument gratuits, enfin, ils sont pris en charge par la structure, étant donné que Bretagne Commerce International est financé par le Conseil régional de Bretagne. BCI Info. Alors là, pour ceux qui ont déjà, sont déjà allés sur le site de Bretagne Commerce International, vous avez un onglet en haut à droite qui s'intitule BCI Info et dans lequel on rentre, comment dire, des informations régulièrement. Nous, au niveau de l'équipe réglementaire, on publie, on édite des fiches réglementaires. Je vous en parlerai tout au long, j'allais dire, de l'intervention. Et puis, nos, comment dire, prestataires à l'étranger font aussi des articles au niveau sectoriel sur tel et tel marché, hein. Donc ça, c'est des informations que vous pouvez trouver, j'allais dire, sur BCI Info. Si vous êtes adhérent, vous aurez l'information complète, parce qu'un comment dire, un code vous sera délivré. Sinon, vous aurez un premier jet, j'allais dire, déjà des informations et vous pouvez toujours nous contacter pour savoir comment procéder éventuellement, j'allais dire, pour adhérer à BCI. Donc, vous voyez toutes les informations que vous pouvez trouver sur BCI Info. Il y a une mine d'informations, avec surtout, j'allais vous dire, depuis le 4 janvier, des informations Brexit. Je veux dire, si vous vous posez un certain nombre de questions, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur avant de nous appeler parce que énormément d'informations sont parues sur le sujet. Enfin aussi, sachez que nous disposons aussi d'une équipe à BCI euh, qui travaille sur les investissements étrangers en Bretagne, hein, qui, comment dire, suivent l'actualité et peuvent proposer et aider l'entreprise étrangère qui souhaite s'installer en Bretagne. L'attirer d'ailleurs plus en Bretagne que dans une autre région éventuellement. Enfin, la manifestation, j'en arrive au sujet dans une minute, la manifestation dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'Open de l'International, qui s'est toujours déroulée en présentiel, mais malheureusement depuis 2 ans, elle se fait en virtuel. Elle se réunit tous les ans le premier lundi de juillet, puisqu'en général se déroule lors de cette manifestation, comment dire, l'Assemblée générale des adhérents. Et donc, lors de cette Open de l'International, vous avez la possibilité, depuis l'année dernière, d'avoir des rendez-vous en B2B avec nos prestataires basés à l'étranger. Il y en a à peu près une petite centaine qui s'est déjà inscrite à, comment dire, à l'opération. Et vous pourrez aussi cette année, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, assister à des webinaires. 23 webinaires sont prévus sur des thèmes aussi divers que variés. Le site de l'Open de l'International devrait être en ligne d'ici, oh, je pense, d'ici la fin du mois ou début mai, hein, et vous pourrez vous inscrire directement. Voilà. Donc, écoutez, on en arrive à, j'allais dire, à l'objet du webinaire. Donc, tour d'horizon des documents export. Alors, bien entendu, vous allez voir sur le, comment dire, sur le sommaire que on ne peut pas tout évoquer, hein, parce qu'au niveau des documents export, il y en a pléthore. Et on en découvre d'ailleurs, nous, hein, au niveau du service, j'allais dire, assez régulièrement, parce qu'il y a des documents qui voient le jour, qui n'existaient pas il y a 2 ou 3 ans, et tout d'un coup qui sont mis en place, ou en tous les cas, pour le pays en question, qui sont demandés. Donc, on va parler de la facture, hein, facture commerciale. Pardon, vous devez voir tout en haut, il y a un petit onglet, j'espère que vous le voyez, puisque ça commence par la proforma. Moi, je ne l'ai pas à l'écran là. La facture commerciale, la douanière, le certificat d'origine, le certificat de circulation EUR1, le certificat ATR,
Le certificat de libre vente, alors j'ai choisi de parler du cosmétique parce qu'il se trouve qu'en Bretagne, on a quand même pas mal d'entreprises dans le cosmétique, mais sachez qu'il n'en existe pas que pour les cosmétiques. La déclaration en douane, hein, qui peut exister sous différentes formes. Et enfin, les documents de transport, j'ai choisi plutôt enfin, j'allais dire les récurrents là aussi, la mer, la terre et et l'air. Alors, cette petite carte du monde, je pense qu'elle peut être intéressante. Heu, bon, vous voyez où nous on se situe, bien sûr, hein, dans toute la partie son et c'est pour vous expliquer qu'effectivement, on ne procède pas de la même manière et on ne parle pas d'ailleurs de la même manière, selon que l'on vend une marchandise en Espagne, au Portugal ou en Grèce et qu'on en vend une, j'allais dire en Chine ou en Russie. Donc normalement, je dis bien normalement, depuis la mise en place du marché unique, c'est-à-dire 1993, on ne devrait plus parler d'exportation ni d'importation en Europe. C'est encore malheureusement souvent le cas, mais normalement, on n'exporte plus en Europe, on expédie de la marchandise en Allemagne et on introduit, hein, on acquiert de la marchandise en provenance du Portugal. Hein. En Europe, il n'y a plus de formalités douanières depuis 1993. Pour le reste du monde, effectivement, normalement d'ailleurs, quand on parle d'exportation ou d'importation, on ne devrait même pas se poser la question de savoir à quelle zone géographique ça s'adresse. Si on parle d'exportation, c'est forcément vers un pays tiers et quand on parle d'importation, forcément en provenance d'un pays tiers. À noter aussi que les DOM et les TOM, d'ailleurs bien faire la différence entre les deux, c'est pas du tout la même chose et on ne procède pas non plus du tout de la même façon. Tout ce que vous vendez à destination d'un département d'outre-mer ou à destination d'un territoire d'outre-mer est considéré comme une exportation. Hein. C'est pour ça que je vous ai noté territoire, enfin pays tiers. On démarre par les factures. Si vous voulez bien, je pense à quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est d'utiliser l'onglet Q et R pour vos questions. Normalement, lors des inscriptions, il n'y a pas eu énormément de questions. Je pense que j'aurais fait le tour à l'intérieur, j'allais dire, du webinaire, mais bon, vous pouvez poser vos questions. Et si vous voulez, on peut faire un temps de pause avant de passer d'un domaine à l'autre. Ce qui veut dire qu'à la fin des factures, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et puis après, on passera directement peut-être aux autres thèmes, certificat de circulation et autres. Au niveau des factures, on va commencer par la facture pro forma. La facture pro forma, qu'est-ce que pro forma? En fait, la facture pro forma, c'est ce on l'appelle ainsi parce que c'est une facture qui est établie pour la forme. En fait, souvent, cette facture pro forma, vous l'éditez parce que, j'allais dire, un client est allé sur votre site internet, il a vu une marchandise qui l'intéressait, ou bien vous l'avez rencontré lors d'un salon. Donc il est intéressé par vos produits et il vous demande de lui émettre une facture pro forma liée à, comment dire, un futur envoi de marchandises. J'ai fait la distinction, vous verrez, facture pro forma avant expédition et après et avec expédition. Vous allez comprendre pourquoi. Avant expédition, parce que, par rapport j'allais dire, aux desiderata de votre client, vous allez émettre une offre, hein, et sur cette offre, vous allez, spécifier vos conditions générales, hein. La facture, il faut savoir que la facture pro forma, quand on regarde une pro forma, quand on regarde une facture commerciale, il n'y a pas souvent beaucoup de différence, hein. Mais la facture pro forma, elle peut être utile pour votre client. Heu, il faut vous dire que dans certains, par exemple, certains pays tiers, des fonds ne peuvent pas sortir facilement, hein. Vous avez des contrôles d'échange et que souvent, vous pouvez avoir pour, j'allais dire le futur client peut avoir besoin pour faire débloquer des fonds, de soumettre à sa banque une facture pro forma. Il peut en avoir besoin aussi bien sûr pour éventuellement faire un paiement d'avance. Si le produit peut sortir, sans souci, j'allais dire d'Europe, il peut très bien être soumis à autorisation d'importation dans le pays de destination. Auquel cas, il se peut que le client ait besoin de faire une demande de licence. Et pour actionner cette demande de licence d'importation, il va falloir qu'il fournisse un document, aux autorités de son pays et le document va être en général la facture pro forma. Si, avant expédition, le client se dit, «Je voudrais mettre en place une assurance de transport», eh bien, la facture pro forma va aussi lui être utile. Le RDE, hein, le RDE, pour rappel, donc c'est donc le représentant en douane enregistré.
Tout le monde continue toujours à parler de transitaire. On dit: «Je vais contacter mon transitaire, j'ai eu mon commissionnaire en douane», mais normalement le terme, depuis quelque temps maintenant, le terme à utiliser, hein, vis-à-vis de la douane, c'est un RDE, les représentants en douane enregistrés. Eh bien, le représentant en douane enregistrée, bien sûr, il va demander, à avoir une proforma pour, pouvoir établir, comment dire? L'assurance de transport, hein, pour faire une cotation. Et la lettre de crédit. Je pense aussi, je vous disais tout à l'heure, qu'une entreprise peut avoir besoin, bien sûr, d'une proforma pour faire, pour activer, j'allais dire, une sortie de fonds, mais également pour une lettre de crédit. Si vous travaillez sur un pays, je pense au pays du Maghreb notamment, et que les fonds ne peuvent pas sortir, tant qu'une lettre de crédit n'est pas ouverte, eh bien, vous n'aurez pas d'autre choix que de fournir la facture proforma au futur client marocain, algérien, tunisien, pour qu'il ouvre une lettre de crédit à sa banque. Donc, lettre de crédit est aussi égale crédit documentaire, hein. On utilise les deux termes indépendamment. Voilà, ça c'est donc la facture pro forma, donc avant, enfin qui n'est pas liée du tout à l'expédition d'un produit. Maintenant, vous pouvez, alors je vais vous noter par contre aussi, excusez-moi, ce que doit comprendre, j'allais dire, une facture pro forma. Hein, la pro forma, c'est donc le pré-contrat de vente. Et voilà, en général, ce que mentionne, j'allais dire, une facture pro forma. Alors, vous allez mettre, bien sûr, vos coordonnées, hein, celles du destinataire, votre numéro de TVA, hein, qui est j'allais dire, le prérequis pour l'établissement d'une facture, préciser comment dire, la nature de la marchandise, la quantité que souhaite recevoir, j'allais dire, le client, préciser la devise que vous allez utiliser pour la facturation, préciser aussi, bien sûr, que ce sera un prix hors taxe. Je vous parlerai tout à l'heure aussi de l'intracommunautaire. Effectivement, selon que vous vendez en intracommunautaire ou en pays tiers, le fonctionnement est un petit peu différent. Mais enfin, en tous les cas, normalement, si vous êtes face à un assujetti à la TVA dans un autre État membre, le prix sera hors TVA. Notez comment, je veux dire, quel sera le type de l'emballage, quel sera le coût lié éventuellement à l'emballage. Les incoterms, vous verrez plus loin que les incoterms ne sont pas obligatoires, mais ne sont très recommandés, hein. C'est bien plus simple quand même de savoir, en cas de litige, à quoi on s'expose, de préciser le délai de livraison, comment vous souhaitez être réglé et puis les conditions générales aussi de vente. C'est, au moment de l'émission, j'allais dire, de la facture pro forma que l'on joint les conditions générales de vente. C'est pas quand vous envoyez votre facture qu'il faut que les conditions générales de vente soient au dos. Il faut que le destinataire en ait pris connaissance bien avant de s'engager. Hein, transfert de propriété, clause de réserve de propriété, enfin, tout cela doit apparaître sur la facture pro forma. Maintenant, on va parler de la proforma, alors du coup avec envoi marchandises. Vous avez régulièrement, on est questionné, l'entreprise nous appelle en disant voilà, il faut que j'expédie des échantillons au Japon, comment je dois procéder? Donc, quand vous faites un envoi de marchandises, effectivement, quand ce sont des échantillons, vous allez les offrir, mais pour que la marchandise puisse sortir du territoire de l'Union européenne, il va bien falloir que le RDE dispose j'allais dire, d'un justificatif de base. Le justificatif va être donc la facture pro forma. Alors, je vous parle d'échantillons commerciaux gratuits, mais il se peut aussi que, j'allais dire, une expédition est partie, les camions ont été remplis et puis vous vous rendez compte qu'il y a 3 colis qui sont restés dans l'entrepôt. Donc les colis qui faisaient bien évidemment partie de l'expédition, des quelques jours précédents. Donc vous vous dites: «Bon, ces colis manquants, je vais les expédier par un autre moyen». Donc effectivement, dans ces cas-là, la facture a déjà été faite, elle a déjà été probablement réglée. Donc vous allez faire un envoi de ces pièces oubliées et vous allez joindre une facture pro forma pour que le RDE puisse émettre une déclaration en douane. Il se peut aussi que, par exemple, vous ayez vendu une marchandise il y a 6 mois, la pièce est revenue parce qu'il y avait un souci sur la pièce, elle est sous garantie, elle revient chez vous, vous la réparez et vous la retournez. Donc cette pièce a déjà été payée. Donc effectivement, vous allez accompagner donc la pièce d'une facture pro forma précisant que la marchandise a été achetée à telle époque, réglée et qu'elle retourne, parce qu'elle était après réparation, parce qu'elle était sous garantie. Hein. Et il se peut aussi, je veux dire, que vous ayez eu, par exemple, comment dire, une commande a été payée par acompte successif. Donc vous avez fait une facture à chaque acompte. Donc à la fin,
eh bien, vous allez émettre une facture pro forma, hein, qui va accompagner la marchandise. Alors, cette facture pro forma, donc, elle comprendra les mentions que je vous ai citées précédemment et elle précisera facture sans valeur commerciale ou goods not for sale. Et puis, par contre, elle précisera, pour ce qui est d'une facture qui va partir à destination d'un pays tiers, une valeur pour la douane. Hein. Il est bien évident que si vous vendez, comment dire, si c'est une marchandise qui a un échantillon commercial qui part en Allemagne, en Espagne, en Grèce, eh bien, du coup, bien sûr, il n'y a pas de douane puisque c'est l'Europe communautaire et que vous allez, pour accompagner le colis, éventuellement, si c'est quelque chose qui part par un service de messagerie, eh bien, quand même joindre une facture pro forma et donc du coup, il n'y a pas d'histoire, j'allais dire, de valeur pour la douane. Enfin, vous pouvez mettre valeur pour la douane, mais de toute façon, j'allais dire, il n'y a pas de douane. Donc ça, le colis arrivera directement chez le client, j'allais dire, à Madrid, j'allais dire, ou à Athènes, et puis il prendra possession du colis. Mais moi, vous, au moins, vous aurez émis une facture pro forma liée à cet échantillon qui est parti. En cas de contrôle fiscal, vous pouvez expédier la sortie du stock de cette marchandise parce que c'était lié à, j'allais dire, à comment dire, à tel domaine et que ça explique, la sortie de marchandise est expliquée par une facture pro forma qui a été émise et pour laquelle vous aurez gardé un exemplaire. Alors, je vous ai mis un petit article tout en bas parce que beaucoup d'entreprises nous disent, bon, bah, écoutez, moi j'offre mes échantillons, je ne les facture pas, donc je peux mettre une valeur zéro. Non, non, on ne met jamais de valeur zéro puisque même si vous offrez la marchandise, et elle a forcément une valeur. Hein. Donc, vis-à-vis de, j'allais dire, comment dire, du client à l'étranger ou j'allais dire de la douane qui va réceptionner le colis à destination, elle correspond à une valeur. Beaucoup de douanes à l'étranger n'appliquent pas j'allais dire, de taxes sur les envois de petites valeurs. Mais indépendamment de cela, on pourrait tout à fait imaginer que si vous avez déclaré une valeur de 400 ou 500 euros, eh bien que la douane à destination estime qu'il y a un droit de douane qui peut s'appliquer. C'est tout à fait possible. Donc l'article en question vous dit en tout cas que vous ne pouvez pas noter de valeur arbitraire. Si dans votre prix catalogue, la marchandise est vendue à 200 euros, il ne faut pas mettre comment dire, pour la valeur pour la douane, que la valeur est de 20 euros. Hein. Donc ça doit correspondre au prix, enfin à vos tarifs, au prix catalogue dans l'entreprise. Là, on en arrive à la facture commerciale. Alors, la facture commerciale, c'est la facture, enfin, ce qu'on appelle la facture réelle, hein. C'est le document comptable, juridique et commercial. Ce document doit être émis dès la réalisation de la livraison du bien, hein, ou de la réalisation d'une prestation de service. Hein, alors, là, je vous parle de la prestation de service, mais c'est vrai que tous les documents douaniers qui sont joints et expliqués plus loin, effectivement, n'ont pas de raison d'être, puisque effectivement, en matière de prestation de service, bon, il n'y a rien de palpable. Enfin, en tout cas, une facture doit être émise dès la livraison du bien. Elle peut être, j'allais dire, comment dire, ça peut être une facture papier, mais ça peut tout à fait aussi être une facture électronique. Hein. Il n'y a pas d'obligation à ce que ce soit une facture papier. Hein. Et la facture, il faut bien noter que cette facture, elle sert de base à l'élaboration de la déclaration en douane. Alors, je vais faire une petite aparté concernant la carte que je vous ai mise au tout début. Si vous faites une expédition de marchandises à destination, d'une entreprise d'un État membre, dans un autre État membre. Je vous parlais tout à l'heure d'une facturation hors taxe. Effectivement, si le client à destination vous commande une marchandise, l'important est qu'il vous donne son numéro de TVA intracommunautaire. Sur votre facture va apparaître le vôtre, ça c'est systématique, mais quand vous avez un acheteur d'un pays tiers, c'est de lui demander son numéro de TVA intracommunautaire et de le vérifier. Ce numéro, il est vérifiable sur une base de données européenne qui s'appelle VIES. Vous vérifiez que ça correspond bien à l'entreprise Intel, ou en tous les cas que le numéro est bien valide. Et puis, donc ça, c'est un des premiers éléments pour pouvoir facturer hors TVA. Et le deuxième élément indispensable, c'est que vous puissiez prouver la sortie de la marchandise de France. Il faut non seulement avoir le numéro de TVA intracommunautaire du client allemand, c'est bien, mais pouvoir prouver que la marchandise a quitté le sol français. Hein. Donc, là, vous voyez, là aussi, la facture, elle va être nécessaire pour le client allemand qui peut avoir besoin, en fonction de
j'allais dire, comment dire, du montant de ses achats intracommunautaires faits dans le mois, il peut très bien avoir besoin d'émettre une déclaration d'échange du bien. S'il doit émettre cette déclaration d'échange du bien, il aura besoin de la facture. Vous, vous en avez besoin pour vous faire payer, mais lui, il en a besoin aussi pour sa comptabilité, hein, et pour éventuellement émettre la déclaration d'échange du bien s'il est concerné. Tout en bas de cette slide, je vous ai noté le bulletin officiel des impôts. Alors, c'est vrai que quand on l'ouvre, il est assez difficile à digérer, je l'avoue. Une fois que vous êtes sur le BOI, donc essayez de chercher, faire des recherches par mots-clés, mais enfin, en tout cas, sachez que vous pouvez trouver des éléments sur tout ce qui est mention obligatoire à porter sur les factures. Autre chose, vous avez aussi un article du Code du commerce qui précise que, eh bien, il y a des mentions qui doivent figurer sur les factures et que s'il en manque, eh bien, c'est soumis à sanction et qu'a priori, chaque erreur est sanctionnée d'une amende de 15 euros. Donc, si vous voulez, en cas de contrôle fiscal, ça peut aller très vite. Donc, autant ne pas oublier les mentions obligatoires sur votre facture. Hein. Et notamment, je pense quand on vous parle des mentions obligatoires, c'est que quand vous facturez une marchandise hors TVA, il faut toujours que cette facturation hors TVA se réfère à l'article du Code général des impôts concerné. Je veux dire, si vous vendez une marchandise hors TVA à destination de l'Allemagne, d'un client allemand, d'un client portugais, ce n'est pas la même mention d'exonération de TVA que si vous facturez une entreprise russe ou chinoise. Donc, important à ce que cette mention d'exonération de TVA apparaisse. Autre chose, donc cette note des services de l'État qui vous donne pas mal de spécificités, j'allais dire, sur la facture. Mais sachez que quand vous allez recevoir de toute façon le PowerPoint, tous ces liens en bleu donc, seront valides et vous pourrez avoir accès à tous ces documents. Je pense à quelque chose que j'ai oublié de vous dire ici. C'est aussi que non, c'est sur cette slide, pardonnez-moi. La facture commerciale, voici les obligations et les recommandations comment dire, à observer. Hein. Quand vous émettez donc une facture, tous ces éléments sont à prendre en compte. Et là, vous voyez, je vous mets numéro de TVA intracommunautaire du fournisseur et de l'acquéreur. Ça, c'est uniquement en Union européenne. Hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous vendez à un client d'un État membre, eh bien, vous assurez que c'est bien quelqu'un qui est assujetti à la TVA, parce que si ce n'est pas le cas, vous devez lui facturer avec la TVA de votre pays. Donc, dans la mesure où vous avez eu son numéro de TVA, que vous l'avez vérifié, vous pouvez, et que vous savez par quel moyen vous allez expédier la marchandise, si c'est vous qui commandez le transport, ou en tous les cas lui, mais qu'en tous les cas il a utilisé, enfin, commandé un transport qui va arriver chez vous et que la marchandise va être chargée, vous savez qu'elle va quitter, comment dire, la France. Donc, le numéro de TVA intracommunautaire est absolument indispensable quand vous facturez en intracommunautaire. Hein, le vôtre et celui du destinataire, ça c'est obligatoire. Les recommandations qui sont, comment dire, ce qui est en gras. Alors, ce qui est en gras, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même très pratique. Ne pas noter l'incoterm sur la facture, c'est un peu dommage. Et pourtant, ça arrive très souvent. Je vous disais tout à l'heure, en cas de litige, vous savez, quand tout va bien, tout va bien. Le jour où il y a un problème, si l'incoterm n'était pas précisé, vous pourrez toujours dire au client, ah oui, mais nous avions convenu de faire comme ceci ou comme cela. Quand il y a un problème, c'est toujours là toujours là qu'il y a des affrontements. Donc, autant préciser les obligations qui incombent au vendeur et à l'acheteur en fonction de l'incoterm choisi. Comme ça, personne n'a de surprise. Et c'est très bien, le vendeur sait très bien là où s'arrête son rôle et idem pour l'acheteur et également pour le transfert de risque. Hein. La nomenclature douanière, ça peut être une bonne chose. Vous voyez, je pense même en intracommunautaire, je vous disais tout à l'heure, la facture, elle est nécessaire, bien sûr, comment dire, pour le client qui aurait besoin d'émettre une déclaration d'échange de biens. Si le seuil de ses achats intracommunautaires sont atteints sur son exercice comptable, et effectivement, si la nomenclature douanière apparaît sur votre facture, ça sera plus facile pour lui. Hein, s'il doit remplir une déclaration d'échange de biens complète, plus il aura d'éléments, moins il sera obligé de se triturer la tête. Donc, la nomenclature douanière, c'est une très bonne chose de la mettre. Hein, c'est une nomenclature à 10 chiffres selon le système harmonisé européen.
Donc la condition de livraison, je vous disais donc pareil, l'Incoterm doit apparaître avec et c'est pas uniquement, DAP, hein, ou Ex-Works, ça doit être les 3 lettres de l'Incoterm suivies du lieu convenu. Si c'est un départ usine, ça doit être, Ex-Works, nom et usine du vendeur, et également préciser la version des Incoterms. Les Incoterms changent tous les 10 ans. Les derniers en date sont ceux de 2020 et effectivement, on peut tout à fait imaginer que vous utilisiez encore un Incoterm de 2010. Je veux dire, l'Incoterm DDU a disparu en 2020 et pourtant, on pourrait tout à fait admettre que vous l'utilisiez. Sauf qu'il faut préciser dans ces cas-là que vous utilisez les Incoterms ICC 2010. Hein. Et enfin, je pense à l'origine de la marchandise qui est aussi en gras. L'origine de la marchandise parce que dès lors, par exemple, que vous émettez une facture, euh, le client peut savoir, en fonction de l'origine de la facture, et bien de l'origine de la marchandise, pardon, savoir si éventuellement il peut prétendre à des préférences tarifaires. On va en parler plus loin, mais l'Union européenne bénéficie de, comment dire, a signé des accords de partenariat avec énormément de pays au monde, un peu plus d'une quarantaine, et il est bien évident que si vous vendez des produits européens à destination d'un pays tiers avec lequel l'Union a signé un accord, le destinataire, il sera avantagé en achetant des produits européens. Et en gras, vous voyez aussi toujours le mot TVA, c'est que sur votre facture, hein, j'insiste, mais sur votre facture, vous avez noté un prix hors taxe, doit être spécifié, comment dire, l'article du Code général des impôts français auquel se rapporte cette vente. Si c'est une vente intracommunautaire, c'est l'article 262 grand 1 ter du Code général des impôts. Si c'est un pays tiers, c'est 260, toujours article 261 grand I du grand 1 du Code général des impôts. Alors, tout en bas de cette fiche, si vous avez 2 petites minutes, au moment du premier confinement, on a commencé à faire des tutoriels, hein, j'allais dire, on s'est improvisé, j'allais dire un petit peu et sur ce tutoriel de 3 minutes, on vous décortique un petit peu ce qu'est une facture à l'international et comment il faut procéder quand vous en émettez une. Autre chose, et là, la fiche d'information complète, c'est une fiche d'information sur les mentions sur facture. Qu'est-ce que doit comporter une facture? Et elle fait partie donc des 22 fiches réglementaires qui sont sur le site de Bretagne Commerce International dont je vous parlais tout à l'heure. Vous verrez, il y en a d'autres qui existent sur d'autres thèmes, hein, quand on sera arrivé à ce moment-là. Donc Annie, je te vois à l'écran et je vois Oui, qu'il y a 4 questions à répondre. oui. Donc, Alors, en fait, voilà. En fait, il y a deux questions. Une, donc la première, les mentions obligatoires peuvent-elles être différentes en fonction des pays livrés? oui, 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 tout à fait. Bah, écoutez, justement, du coup, je fais ça, mais alors bon, Les écoutez, mentions obligatoires, hein, je dis les bien obligatoires. oui, oui, Obligatoires, j'imagine, vu de la France. oui, elles peuvent être c'est-à-dire que vous il y a, comment dire? Là, on vous a spécifié les mentions qui sont normalement qui doivent être, sur une facture, les mentions obligatoires, les mentions recommandées. Maintenant, le pays de destination peut tout à fait avoir ses propres exigences. C'est-à-dire, je vais vous noter en face, c'était, je crois, la dernière slide de la partie facture, c'est qu'une facture commerciale, il y a les exigences du pays émetteur. Maintenant, le pays destination peut tout à fait exiger que cette mention doit apparaître. Vous voyez, je vous ai noté, bon, c'est quelques petits cas, hein, ils ne sont pas tous là, bien sûr, mais vous voyez, par exemple, l'Algérie, hein, comment dire, les autorités algériennes demandent à ce que le numéro d'identification fiscale de l'importateur algérien apparaisse sur la facture que vous, vendeur, vous allez émettre. Ça, c'est une obligation de l'Algérie. Le Brésil, en dessous, vous voyez, par exemple, il va demander à ce que la facture soit signée. Hein, qu'on soit clair, une facture, il n'y a pas d'obligation à ce qu'une facture soit signée, enfin, du point de vue des autorités françaises. Maintenant, certains pays ont des exigences. La preuve, le Brésil veut une facture signée, non seulement qu'elle soit signée, mais qu'elle soit signée dans une certaine couleur et qu'elle soit tamponnée. Le Maroc demande à ce que l'identifiant commun de l'entreprise, c'est-à-dire l'équivalent de votre SIRET, apparaisse sur la facture du vendeur. Ça, c'est une obligation. Donc, vous êtes obligé de vous soumettre. Je veux dire, comment dire, le Nigeria, vous voyez, alors c'est encore différent. Je vous montrerai tout à l'heure derrière une facture, mais le Nigeria, par exemple, demande à ce que la déclaration d'importation, c'est-à-dire que la proforma que vous aurez émis à destination du client, en principe, le Nigérian va vous demander une facture proforma, hein,
Sur la facture pro forma, il va vous demander à ce que apparaisse cette, comment dire, enfin, il va vous demander une pro forma. Avec cette pro forma, le client au Nigeria va se rapprocher de ses autorités pour obtenir une déclaration d'importation. Il aura un numéro pour pouvoir importer votre marchandise et ce numéro qui lui aura été accordé à un moment donné, il devra le faire apparaître, enfin, il vous le communiquera pour qu'il apparaisse sur votre facture définitive. La facture commerciale devra comporter le numéro de la déclaration I-Forme M délivrée par les autorités nigérianes. Et je pense aussi, alors pour les États-Unis, vous voyez, les États-Unis, il y a un code fédéral américain des réglementations. En fonction de la nature du produit qui est vendu, il y a plus ou moins d'éléments à faire apparaître sur la facture du vendeur. Et ça, vous ne pouvez pas, je veux dire, ça ne peut pas s'inventer. Vous voyez, le Mexique, je passe à la dernière remarque parce que je vais vous parler des sites qui sont en dessous. Pour le Mexique, vous devez noter une mention qui précise que les prix qui sont indiqués sur la facture sont des prix qui correspondent, j'allais dire, à vos prix catalogues et des prix qui correspondent aussi au prix du marché. Ça, c'est une obligation, ce sont des exigences du pays de destination. À bien noter que nous ici, on a notre fonctionnement. Maintenant, c'est à vous aussi de vous adapter aux exigences du client. Mais bon, j'allais dire pour le savoir, effectivement, vous pouvez aussi nous contacter. Vous voyez, tout en bas, je vous ai mis en évidence un site qui s'appelle l'exportateur.com. Bon, vous pourrez aller y faire un petit tour. Vous n'irez pas très très loin parce que c'est un site qui fonctionne sur abonnement. Enfin, sachez que toutes les chambres de commerce, j'allais dire de France et de Navarre, ils sont abonnés et que cette base de données qui est élaborée par la Chambre de commerce de Paris nous précise pays par pays quelles sont les recommandations à adopter. Hein, on va vous dire, voilà, pour cette marchandise-là, il faut prévoir ceci. C'est globalement, hein, je veux dire, on va vous dire, pour les cosmétiques, par exemple, il faut ceci. Pour les marchandises comment dire, qui contiennent comment dire, des matières animales, il faudra cela. Par exemple, je veux dire, au niveau du transport, tout ce qui est emballage, emballage bois, par exemple, il faudra ceci, il faudra cela. C'est un peu général. Ce n'est pas lié à un code douanier, mais on va vous dire, il faut telle facture, il faut que la facture soit, par exemple, signée par vous, il faut qu'elle soit visée, par exemple, par la chambre de commerce locale, et il faut après qu'elle suive tel ou tel circuit. C'est comment dire, c'est le pays de destination qui régit tout le fonctionnement, si vous voulez. On réunit les nouveaux exportateurs ou les nouveaux collaborateurs en entreprise à des réunions sur toute la Bretagne, à peu près à raison de 15 dates par an. Les entreprises nous disent souvent: «Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué d'exporter, qu'est-ce qu'il faut comme document?» À bien noter que les documents exigés sont des documents exigés par le pays d'importation. Hein. Si vous avez comment dire, des marchandises, enfin, en fonction du pays de destination et en fonction de la nature de la marchandise, effectivement, il peut y avoir plus ou moins de documents. Hein, au Proche et Moyen-Orient, vous expédiez de la marchandise alimentaire. Effectivement, je veux dire, les formalités, ça peut être très lourd, ça peut même être aussi très cher. Mais à bien noter que ce sont des exigences du pays de destination et que vous pouvez connaître ces exigences longtemps à l'avance, hein, au moment où vous avez votre commercial qui prospecte le marché. Vous pouvez nous contacter en disant: il se peut que j'ai un envoi d'ici un mois à faire sur ce pays, qu'est-ce que je devrais prévoir? C'est toujours très dommage d'avoir de la marchandise enfin, une offre de prix qui a été réalisée et que vous disent que effectivement par rapport à tous les visas qui vont être faits par différents organismes, vous arrivez à 500 € de visa et que vous ne les avez pas prévus dans votre prix. Et ça arrive très régulièrement. Tout en bas, la fiche pays aussi, technique et réglementaire. Donc là, c'est la même chose. C'est comment dire, une fiche sur la facture commerciale. Hein, qui vous précise. En général, nos fiches ne sont pas très, comment dire, ne sont pas très très longues. Elles tiennent en principe sur 2 pages et elles vous donnent les éléments à prendre en compte. Du coup, Donc, donc je pense que j'ai répondu à la personne. Effectivement, ne pas être surpris si à destination, on vous dit: «Bah, là, il faudra ajouter ceci sur la facture». Oui, il se peut que ce soit une exigence. Je veux dire, vous pouvez avoir un pays où le client d'ailleurs va vous dire, il faut le numéro aussi de la licence d'importation. C'est tout à fait possible aussi. mais côté obligation française, on est d'accord, les mentions obligatoires sont les mêmes, quel que soit le pays de destination. Voilà, hein, Alors, j'ai une autre question. vas-y. Quelles mentions et obligations sur facture pour un client facturé au Royaume-Uni avec livraison effectuée aux Pays-Bas?
Ah oui, donc ça, c'est une opération triangulaire. Non, Non, alors, finalement non, puisque le Royaume-Uni est sorti maintenant du c'est ça, Royaume. on est plus en. Ouais. Donc, alors attendez, pardon, voilà, j'ai plus quoi. C'est parti au pays, non, c'est parti aux Pays-Bas. C'est facturé, c'est facturé au Royaume-Uni, mais la livraison est destinée aux Pays-Bas. Alors ça, à mon avis, c'est un cas un petit peu au-delà C'est un cas des de figure. mentions, c'est un petit peu plus complexe que juste les mentions, hein, mais Tout bon, à fait, voilà. oui, tout à fait, parce que, si vous voulez, de toute façon, là, je vous parlais de, enfin, c'est un lapsus parce que l'opération triangulaire, quand on parle d'une opération triangulaire, c'est entre 3 États membres, donc ce qui n'est plus le cas, bien évidemment, du Royaume-Uni. Donc là, de toute façon, si vous facturez on pourra revenir dessus, hein, de toute façon, toutes les questions vont être enregistrées, mais dans la mesure où vous facturez, comment dire, un pays tiers, mais que la marchandise, elle est livrée dans un pays européen, eh bien, elle peut pas, je veux dire, elle peut pas être hors TVA, hein. Elle ne va pas pouvoir être hors TVA, sauf à ce que le client britannique, il ait peut-être une identification à la TVA dans un autre État membre. Ouais. Mais pour pouvoir facturer hors TVA, comment dire, comment dire, le client au Royaume-Uni, il n'y aura pas de déclaration en douane de sortie puisque la marchandise va être livrée dans un pays, dans un autre État membre. Donc, même s'il y a un justificatif de transport, je veux dire, il n'y a pas de. Vous, vis-à-vis de, comment dire, de l'administration fiscale française, si vous êtes contrôlé pour avoir facturé un client britannique hors taxe, on va vous demander, comment dire, le justificatif export et vous n'en aurez pas. Donc on reviendra dessus. Je sais pas de quel département vous êtes, mais on reviendra là-dessus, hein, ça va être pris en compte. Enfin, je pense que ce que l'on peut dire, c'est que les mentions obligatoires du point de vue fiscal français restent les mêmes, quelle que soit la configuration. Après, là, ce qu'on peut dire dans un cas comme ça, quand l'adresse de facturation n'est pas la même que l'adresse de livraison, on met en plus effectivement l'adresse de destination finale. Ensuite, effectivement, ce cas de figure, il est un peu particulier parce que ça va au-delà des mentions sur facture. Et j'en ai une dernière, Pascal, concernant le prix et les rabais. Donc là, j'ai un participant qui explique qu'un destinataire nous a dit qu'il fallait indiquer, qu'il ne fallait pas indiquer le rabais, mais le prix des produits déjà remisés. Donc, quoi faire? Bon. Bah, écoutez, je suis revenue exactement, j'ai fait exprès de revenir sur la slide précédente. Les rabais doivent être signifiés sur la facture. On Je pourra creuser, pense que, là aussi on pourra creuser, vous inquiétez pas, donc ça va être, ouais, on va creuser ça. ouais. Je sais pas, bon, ça serait peut-être intéressant que vous nous donniez, d'abord, est-ce que c'est un client? Je suppose que c'est pas un client français, donc dans quel état, enfin, dans quel pays est installé, j'allais dire, l'acheteur? Qu'on puisse creuser davantage, mais normalement, les rabais doivent être indiqués sur la facture. Je pense qu'il y a peut-être une en plus, Annie, non, je vois 8 ou 9. Je sais pas, il y a pas d'autres questions? Doit-on indiquer le poids net des marchandises sur facture par article? Le poids net par article? Non. Écoutez, c'est pas quelque C'est pas chose une de, obligation. Non, non, c'est pas pas une pas quelque chose obligation. d'obligatoire, donc Non. bon, vous pouvez vous ent alors, vous voyez, il y a toujours, enfin, il faut avoir, j'allais dire, une certaine souplesse. Il y a ce qui est nécessaire. Est-ce que le client va vous demander, alors c'est sûr que si vous avez une facture de 5 pages et qu'il vous demande on va dire le poids net par article, bonjour, mais à voir ce que, j'allais dire, qu'est-ce que vous pouvez céder comme j'allais dire, est-ce que vous pouvez accepter tout ce qu'il vous demande, quoi? Essayer de lui faire comprendre que, parce que honnêtement, je ne vois pas chez lui, qu'est-ce que ça peut lui apporter, quoi, d'avoir le prix, Alors, le poids sinon, par. il peut, ce qu'on voit parfois, c'est ce que j'ai vu moi personnellement, c'est une note de poids. Mais c'est vrai qu'une facture, très souvent en plus, les logiciels de facturation sont très formatés. Moi, j'ai jamais vu une facture avec, enfin, j'ai jamais vu très peu avec un poids par article. En revanche, il peut y avoir des notes de poids qui sont encore un peu différentes des packing mix, mais Pascal en parlera plus Ouais. loin des autres Oui, documents. parce que voilà, bah, écoutez, je suis au bureau et j'ai une facture qui, j'allais dire, qui reste sur mon bureau depuis quelques jours, et effectivement là, le poids est indiqué simplement par, nature de produit. Alors, Voilà, hein, bon. le Maroc, alors là, en complément de cette question, le Maroc nous l'avait déjà demandé sous risque que le colis soit bloqué en douane. Moi, je pense plutôt qu'effectivement, enfin, excuse-moi Pascal, Heu, c'est plutôt le certificat d'origine qui mentionne le poids. oui, en général, c'est ça, tout à fait. Ou l'ER hein, pour le Maroc. Aussi.
Donc du coup, je ne sais pas, je voulais poser une question, Annie, est-ce que tu vois que ça fait l'objet d'une nouvelle demande ou bien je passe à la, comment dire, Oui, c'est bon, Pascal. Merci. non. Donc voilà, alors bon, là, c'est une petite aparté, hein, mais c'est vrai que là aussi, vous voyez, il se peut, vous avez des pays au monde qui ont des factures douanières spécifiques. Vous voyez, par exemple, il existe une facture spécifique Nigeria, là, je vais vous la montrer tout de suite, voilà, une facture spécifique Nigeria. Et il se peut tout à fait, indépendamment de la facture que vous allez émettre, que le client vous dise, voilà, je voudrais une facture douanière Nigeria. Donc dans ces cas-là, bah, effectivement, j'allais dire, vous obtempérez, vous remplissez selon ce modèle. D'accord. Et puis, vous avez aussi, il y a des factures qui s'appellent une facture île Maurice, une facture Malawi, la facture CARICOM, toute la zone Caraïbes. Hein. Et puis, je vous ai mis là, comment dire, un extrait, j'allais dire, un scan de la facture Canada. C'est au-delà de 2500, j'essaie de ne pas me tromper, je crois que c'est 2500 $ canadiens. Eh bien, la facture que vous allez émettre, soit c'est la vôtre, j'allais dire, sur laquelle vous allez noter toutes les mentions qui apparaissent sur la facture douanière Canada. Sinon, il manque des mentions, il se peut que votre client, pour une valeur d'achat supérieure à 2500 $, vous demande une facture douanière Canada en plus. Donc, ne pas être surpris, il existe donc certaines factures un peu spécifiques. Hein. Honnêtement, on n'est pas si souvent interrogé. Moi, je pense notamment à la facture Nigeria, c'est assez, enfin, je veux dire, une ou deux fois l'an, quand même, on nous interroge sur ce pays de destination et effectivement que cette facture est à fournir. Voilà, donc la Nigeria, forme C. Voilà, hein. Donc, on va passer aux documents douaniers maintenant. Alors, les documents douaniers. Alors, j'imagine que ce document parle à certains d'entre vous. Le certificat d'origine. Alors là, j'ai fait exprès de vous faire un scan d'un document papier, enfin, un document tel qu'il existait il y a encore pas mal d'années, même si beaucoup d'entre vous, j'imagine, demandent maintenant leur certificat d'origine par l'intermédiaire d'une plateforme électronique. Ça, c'est comment dire, l'original d'un certificat d'origine. Donc, en général, un certificat d'origine, en principe, hein, il est composé d'un original qui est beige et de copies jaunes. Les certificats d'origine ce sont ce qu'on appelle, dire, des certificats qui certifient l'origine non préférentielle d'une marchandise. Euh, on passera tout à l'heure après à un autre document et vous comprendrez pourquoi on parle de l'origine non préférentielle. Hein. Les certificats d'origine, en France, sont délivrés par les chambres de commerce et d'industrie. Donc, en général, quand vous avez besoin de ce document, vous frappez à la porte de votre chambre de commerce, au service formalité internationale, et vous demandez, vous dites, voilà, vous avez besoin d'un certificat d'origine, on va vous expliquer la procédure pour le faire. À noter que ce certificat, j'allais dire, on ne le diffuse pas, enfin, on ne le délivre pas à tout va. Par exemple, en Europe communautaire, on ne délivre plus normalement, je dis bien normalement, on ne délivre plus du tout de certificat d'origine. L'Union européenne est considérée comme un espace. Il se peut éventuellement qu'un certificat, enfin, je parle sous couvert de mes collègues des formalités Morbihan, mais qu'un certificat d'origine soit émis parce qu'il y a une demande expresse du client et que la marchandise elle est réexportée. Et dans ces cas-là, dans le pays, dans la case remarque, c'est bien spécifié pour réexportation ultérieure, mais normalement, un certificat d'origine n'est plus émis à l'intérieur de l'Europe. Hein. Mais il est exigé quand même par beaucoup de pays tiers. Vous ne pouvez pas faire une expédition sur la Chine sans certificat d'origine. Sur les pays de, j'allais dire, Proche et Moyen-Orient, idem. Et surtout, autre chose, c'est que même si le certificat d'origine n'est pas exigé, il se peut que votre client vous dise qu'il veut un certificat d'origine. Hein. Auquel cas, effectivement, vous n'aurez pas d'autre choix, j'allais dire, que de le lui fournir non plus. À noter donc que les certificats d'origine sont désormais, j'allais dire, possibles à demander par une plateforme nationale qui s'appelle la plateforme GEFI, Gestion électronique des formalités internationales, qui existe depuis 2014. Et vous pouvez directement, une fois que vous avez un compte créé, faire votre demande de certificat d'origine en ligne et le certificat va arriver directement via la plateforme. Il va être vérifié par la collègue en charge des formalités et puis validé et éventuellement sorti, j'allais dire sorti sur papier si c'est ce que vous le souhaitez. Mais sachez aussi que le certificat, il peut être dématérialisé. Vous pouvez obtenir ce qu'on appelle un ICO qui est signé électroniquement et qui est labellisé. Hein. Il ne peut pas être remis en cause, enfin, sa délivrance ne peut pas être remise en cause par une douane dans un pays de destination. Hein. Mais bien sûr que pour ce ICO, il faut aussi que la douane à destination l'accepte. Hein.
beaucoup de douanes à l'étranger sont encore très, très habituées aux documents papier et ne veulent pas déroger du système papier. Donc, mais il se peut aussi que vous, le client, même si la douane à destination l'accepte, il se peut aussi que le client dise: «Ah oui, mais non, moi je veux un document papier». Donc, sachez qu'il sera imprimé par la CC. La fiche réglementaire, je vous parlais tout à l'heure de la fiche facture. Il existe également une fiche qu'on a réalisée sur la définition des certificats d'origine. Sachez aussi, je vais vous parler du ICO derrière, mais ce qui est important aussi, je pense que parmi vous, il y a peut-être des sociétés de négoce. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes à l'origine de la marchandise, que c'est vous qui la fabriquez, que c'est à vous d'émettre le certificat d'origine. Le certificat d'origine communautaire, est à émettre par l'exportateur, c'est-à-dire celui qui expédie la marchandise à l'étranger, celui qui la facture à l'étranger. Si vous vous fournissez, vous en tant que fabricant, vous comment dire, livrez une entreprise, j'allais dire, en région parisienne ou dans le sud de la France, et que c'est cette, comment dire, cette entreprise dans le sud de la France qui fait l'exportation, c'est à elle de demander le certificat d'origine à sa chambre de commerce, même si elle n'est pas fabricante de la marchandise. C'est à l'exportateur de faire ce document et non à celui qui est à l'initiative de la marchandise. Le ICO, alors voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, certains d'entre vous en ont peut-être déjà commandé chez nous. Voyez, vous avez comment dire, le logo ICC qui est tout en bas à droite. Hein, et vous avez aussi donc la signature électronique de ma collègue, hein, vous voyez Catherine Couliou, ma collègue qui a signé électroniquement le certificat d'origine. Hein. À noter que ce ICO, bon, il existait déjà depuis un petit moment et qu'avec la crise sanitaire, bien sûr, avec beaucoup de chambres de commerce étaient en télétravail, enfin, ça a été assez compliqué d'obtenir des documents. Ça a permis aussi le développement j'allais dire, des ICO et que beaucoup de pays, quand même, l'acceptent, enfin l'acceptaient déjà avant la crise, mais ont un petit peu, bah, la liste, j'allais dire, des pays est venue s'allonger aussi du fait de la crise sanitaire. À espérer d'ailleurs que quand on sera sorti de la crise, le système reste bien en place parce que ça fait quand même une économie de papier. C'est un document qui est sécurisé, tout le monde y gagne du temps et puis, j'allais dire, pour les personnes qui auraient connu la demande de délivrance qui était rose quand vous faisiez une demande de certificat d'origine, eh bien, le fait d'utiliser la plateforme GEFI vous dispense, j'allais dire, d'acheter ce document et de le remplir, puisque en faisant votre demande de certificat d'origine, vous acceptez d'office les conditions générales d'utilisation. Hein. La plateforme GEFI, vous voyez, elle est tout en bas. Vous pourrez regarder après, aller directement sur le site. Sachez que, bien sûr, selon le département dans lequel vous vous situez, il ne faut pas hésiter à appeler votre service formalité de la CCI pour que les collègues vous aiguillent sur la navigation du GEFI. Parce que honnêtement, je n'y ai pas accès, mais j'ai compris que ce n'est pas toujours aussi simple. Donc, les collègues sont là pour vous aiguiller, pour vous expliquer comment créer un compte et puis comment naviguer pour faire votre demande de certificat d'origine en ligne. Hein, mais voyez, avec les problèmes de courrier notamment, beaucoup d'entreprises nous disaient: «Oh là là, j'ai pas reçu mon certificat d'origine». Eh bien, écoutez, il était parti de chez nous, sauf que, s'il mettait 2 jours pour arriver à destination, c'est sûr que c'était très compliqué. Vous voyez, tout le monde y gagne du temps, et c'est bien plus simple comme ça. Quand je dis bien toujours quand c'est accepté, hein, Annie, je pense que tu peux confirmer, tu en délivres toi? Oui, il y a quelques questions effectivement sur GEFI, la délivrance des formalités des CO sur GEFI. Notamment, par exemple, comment faire sur GEFI quand on a plusieurs lignes. C'est pas très différent d'avant. En fait, les règles de délivrance des certificats d'origine n'ont pas changé en soi en mode guichet avant ou en mode GEFI. On essaie de faire effectivement un CO par expédition. Quand il y a trop de lignes, on fait à ce moment-là référence ou on essaie donc de regrouper par type de marchandise. Quand ce n'est vraiment pas possible, eh bien, on fait référence à la facture si elle est détaillée ou à une packing list éventuellement ou à un autre document. Mais voilà, quand on a plusieurs lignes, on regroupe, on fait référence à la facture. Y a-t-il possible de joindre une feuille Excel avec tous les détails pour plutôt de rentrer ligne à ligne? Non, 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 ça se remplit, un CO se remplit ligne par ligne. Vous pouvez utiliser des modèles, vous pouvez créer des modèles dans votre compte GFI, mais pas d'injection d'Excel, comme par exemple peut-être faisait-elle référence au carnet ATA.
La plateforme GFI fonctionne avec la CCI de Rennes uniquement ou CIPERI? Oui, oui, toutes les CCI en France habilitées à délivrer des formalités internationales proposent le système GFI. Bon, le prix d'un ICO, bah, écoutez, voyez auprès de votre CCI, mais en gros, c'est la même qu'un CO normal sans l'impression. Hein, donc, c'est autour effectivement de 11 € le certificat. D'accord. Voilà. Alors, on va passer au certificat de circulation EUR1. Vous voyez, ça, j'allais dire, c'est un petit peu le pendant, comment dire, j'allais dire, du certificat d'origine. Enfin, en tous les cas, tout à l'heure, je vous parlais du certificat d'origine et où je vous disais que le certificat d'origine, j'allais dire, attestait de l'origine non préférentielle des marchandises. Eh bien, le certificat de circulation EUR1, c'est, lui, là, au contraire, ce document, il atteste de l'origine préférentielle européenne des marchandises que vous allez vendre. Je vous disais tout à l'heure que l'Union européenne a des accords de partenariat avec une quarantaine de pays au monde. Je suis peut-être un petit peu juste, d'ailleurs, c'est peut-être même un petit peu plus. Mais en tous les cas, sachez que du fait de cet accord de partenariat, eh bien, le pays de destination, pas systématiquement, bien sûr, ça dépend du type de marchandise. C'est le code douanier de la marchandise qui définit la préférence tarifaire, mais globalement, une marchandise qui part à destination d'un pays avec lequel l'Union européenne a un accord, elle va pouvoir bénéficier de préférences tarifaires. Et pour bénéficier de ces préférences tarifaires, elle va devoir être accompagnée d'un document, ce document, en fonction de la valeur de la marchandise qui est vendue. Alors, dès lors que vous atteignez le montant de 6 000 euros, comment dire, la marchandise doit être accompagnée de ce certificat de circulation EUR1. Alors, si ce certificat peut aussi, depuis l'année dernière, être demandé via la plateforme GFI, c'est un document sur lequel nous n'intervenons pas. Je vous ai montré tout à l'heure le certificat d'origine. Il est signé par un agent chambre de commerce et il n'a d'ailleurs aucune valeur s'il n'est pas daté et signé. Le certificat de circulation EUR1, c'est la même chose, sauf qu'il doit être daté et signé par vous, exportateur, ou le représentant en douane enregistré à qui vous confiez un mandat pour l'établir en votre nom. Mais ce certificat devra être visé par la douane française de sortie. Il n'aura d'utilité et d'intérêt à destination que s'il est visé par la douane du pays de départ. Autre chose, je vous parle de 6 000 euros, mais effectivement, si vous avez, je vais vous citer une question que j'ai eue hier, c'est pour le Maroc. Donc là, effectivement, il y en a pour plus de 200 000 euros, le problème ne se pose pas. Mais si vous aviez à destination du Maroc, par exemple, une facture de 3 000 euros, eh bien, ce certificat de circulation n'est pas nécessaire. Il est nécessaire à partir de 6 000 euros. En dessous, il vous suffit de noter une mention, ce qu'on appelle une DOF, hein, une déclaration d'origine sur facture et qui aura le même effet que le certificat de circulation EUR1. Vous noterez sur cette facture, alors là je vous donne la mention à peu près générale, mais attention parce qu'il y a des mentions qui peuvent, du fait des nouveaux accords, je vais vous en parler après, des mentions de la déclaration d'origine sur facture qui ont un peu évolué. Ce qu'on appelle la DOF, elle dit ceci: l'exportateur couvert par le présent document certifie que, sauf indication claire du contraire, la marchandise a l'origine préférentielle française ou allemande ou européenne. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que vous mettez sur votre facture et arrivé à destination, voyant cette mention, le douanier marocain, il va accorder la préférence tarifaire puisque cette mention vaut EUR1. Hein, mais bon, pour éviter que des EUR1 soient faits à tort et à travers pour des petits montants, l'obligation, c'est de n'en faire qu'à partir de ce montant. Alors, ce qui est important aussi, c'est que pour être dispensé de ce certificat EUR1, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que sur tous les pays avec lesquels un accord de partenariat a été signé, certains accords sont très anciens, et donc, c'est donc mention sur facture en dessous de 6 000 euros, EUR1 quand c'est plus de 6 000 euros. Et vous avez la possibilité, en tant qu'exportateur, de demander un statut qui s'appelle le statut d'exportateur agréé, qui va vous dispenser d'avoir à émettre ce certificat de circulation à chaque exportation. Ça, c'est vous qui décidez de demander ou pas ce statut directement à la douane dont vous dépendez. C'est un dossier de 4 pages. Vous précisez les positions douanières, c'est-à-dire les codes douaniers à 4 chiffres, des produits qui sont concernés.
vous expliquez, j'allais dire, le processus de fabrication et la douane va attester que vous êtes bien, que la marchandise est bien d'origine européenne et va vous délivrer un numéro d'autorisation douanière. Du coup, vous ne produirez plus jamais de UR1. Vous ferez systématiquement, vous utiliserez systématiquement la déclaration d'origine sur facture, sauf que vous introduirez au milieu de la déclaration votre numéro d'autorisation douanière délivré par la douane et vous ne ferez plus jamais de UR1. Ce statut est par contre obligatoire si vous avez le choix pour la majeure partie des pays. Il est obligatoire pour deux pays. La Corée du Sud, qui a signé un accord avec l'Europe en 2011 et qui n'a, du début, a dit OK, mais moi je ne veux pas de documents papier, les certificats de circulation EUR1, ce qui fait que les entreprises qui vendent à destination de la Corée du Sud n'ont pas d'autre choix que de demander ce statut si elles font des exportations de valeur importante. Et Singapour, qui est un des pays avec lequel l'Union européenne a signé un accord tout récemment, enfin c'était en 2009. Hein. Donc là, pareil, et on peut imaginer, comme on tend vers la dématérialisation, que si vous voulez, à chaque nouvel accord, j'allais dire maintenant, qui va tomber, ce seront des statuts d'exportateurs qui seront à demander de façon obligatoire pour éviter les documents papier. Je vais juste vous parler d'un autre statut. Il n'y a pas de document, c'est logique, puisque c'est un statut qui a vu le jour avec l'accord UE-Canada, donc ça remonte à 2017, c'est tout récent, c'est le statut d'exportateur enregistré. Donc, toutes les entreprises qui vendent pour plus de 6 000 € à destination du Canada, du Japon, des territoires d'outre-mer. Bon, je fais un petit aparté parce que là aussi, les territoires d'outre-mer, c'est le seul pays, enfin la seule zone géographique pour lequel le seuil n'est pas de 6 000, mais de 10 000 €. Donc, tous les autres, c'est 6 000 €. Et les nouveaux accords qui sont tombés, donc Canada, Japon, Vietnam et tout récemment le Royaume-Uni, exige que pour les marchandises expédiées de valeur supérieure à 6 000 €, l'exportateur bénéficie du statut d'exportateur enregistré et non pas agréé, enregistré. Et grâce à cette demande de statut qui se fait en ligne, l'exportateur obtient ce qu'on appelle un numéro REX, qui est un numéro unique. Donc ça, c'est absolument obligatoire pour le Royaume-Uni si vous avez des envois importants depuis le début de l'année. Vous voyez, il y a absolument, là, il n'y a aucun papier. C'est une mention qui est mise sur la facture. Alors, à la noter aussi que la mention que je vous ai dite à l'oral là tout à l'heure, c'est une mention qui existe enfin, depuis des années et des années. La mention Canada, elle est un petit peu différente. La mention territoire d'outre-mer, elle est un petit peu différente aussi. Et la mention Royaume-Uni, ouais, elle se rapproche un petit peu de la mention Canada. Mais bien se renseigner, vous n'hésitez pas à nous appeler. Si vous avez obtenu ce statut d'exportateur enregistré, donc de manière systématique, peu importe la valeur de la facture, la mention, comment dire, l'attestation d'origine sera annotée sur la facture pour qu'à destination, le client bénéficie de la préférence tarifaire, c'est-à-dire qu'il ne paye pas de droits de douane ou en tous les cas que les droits de douane soient réduits. Bon, ça, c'est un petit peu court. Hein. Là effectivement, comment dire, on parle de pas mal de documents douaniers, donc on ne peut pas rentrer en détail là-dedans. Mais sachez que le département dans lequel vous vous trouvez, n'hésitez pas à appeler la collègue, hein, que ce soit à Finistère, Ille-et-Vilaine, ou si c'est moi, si c'est une entreprise du Morbihan, pour qu'on vous explique déjà bien la différence entre le statut. Parce que si on a effectivement des accords préférentiels avec plein de pays, ce n'est pas le même statut pour tous les pays. Hein. Les anciens accords, en général, c'est le statut d'exportateur agréé, qui est possible mais obligatoire pour certains pays, alors que le statut d'exportateur enregistré, vous n'avez pas le choix. Il est obligatoire dès lors que vous atteignez le montant. Hein. Tout en bas aussi, fiche réglementaire, une fiche qui a été éditée sur les certificats de circulation, voir un petit peu comment ça se présente. Et puis la liste des pays tiers avec lesquels l'Union européenne a des accords de partenariat. Et il y en a beaucoup, hein. Énormément, j'allais dire tout près de chez nous, mais vous avez aussi bien, j'allais dire, les pays du Maghreb, que des pays en Amérique du Sud, le Chili, le Pérou, le Mexique, que l'Ukraine, que l'Afrique du Sud, que le Liban, que la Macédoine, enfin, vous voyez, certains pays du bloc soviétique, la Moldavie, c'est des pays avec lesquels l'Union européenne a des accords de partenariat. Donc, des préférences tarifaires sont appliquées à destination. On va parler maintenant, j'allais dire, de l'ATR. Est-ce que je peux poser une ou deux questions concernant le UR1, Pascal? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais.
Donc, concernant l'UR1, est-ce que cela ne suffit pas simplement d'indiquer sur la facture le code douanier en indiquant le bénéfice douanier? Bon, je te laisse répondre, bien sûr. Bah, Non, enfin voilà. Est-ce que ce serait pas suffisant plutôt que d'émettre un UR1, d'indiquer sur la facture le code SH et en précisant qu'il y a un bénéfice douanier? non, bah non, non, non. Bon, si le URA, si la valeur est inférieure à 6 000 €, bon, bah, la mention que je vous ai lue, enfin, que je vous ai dite tout à l'heure, il n'y a pas de souci, hein. Si vous êtes en dessous du montant, mais si vous n'êtes, si le montant est dépassé, enfin, le document est nécessaire. Si vous n'avez pas de statut d'exportateur, comment dire, agréé, c'est-à-dire que vous n'avez pas de numéro d'autorisation douanière, le certificat UR1 est nécessaire dès lors que les 6 000 € sont atteints. Et bien sûr, c'est à faire à chaque fois, à chaque expédition, hein, ce n'est pas valable une année. Donc, d'où l'intérêt aussi de demander ce statut qui va vous délivrer, j'allais dire, de cette corvée, j'allais dire, si je peux dire, à chaque fois. Parce que même si ce n'est pas long à remplir, vous voyez, c'est un petit peu la même chose que sur CO, c'est les coordonnées du vendeur, du destinataire, le libellé de la marchandise, son poids. Donc, c'est pas grand-chose, sauf que si vous travaillez avec énormément de pays avec lesquels vous avez un accord, enfin, avec lesquels il y a un accord de partenariat, autant demander ce statut d'exportateur agréé. Vous listez tous les pays avec lesquels, tous les pays tiers avec lesquels vous travaillez. On peut regarder les pays avec lesquels il y a des accords, et dans ces cas-là, vous faites une demande de statut d'exportateur agréé pour, je sais pas, pour en faire pour 12 pays, hein, 12 pays à la fois. Vous faites une demande, vous libellez les codes douaniers concernés, et puis quand vous l'avez obtenu, vous êtes tranquille. Ceci dit, en fait, dans la question, euh, il y a un petit peu la réponse que tu viens d'apporter, que tu viens d'expliquer, parce que si précédemment tu avais dit que sur la facture, c'était intéressant de mettre le code douanier de la marchandise, et puis effectivement, si vous avez le statut d'exportateur agréé ou si la facture ne dépasse pas 6 000 €, bah, le fait d'indiquer la préférence tarifaire en ayant bien sûr vérifié que votre marchandise a bien l'origine préférentielle UE, hein, ça va, c'est un préalable, eh bien oui, en fait, vous avez la mention sur facture qui convient, en fait. Mais voilà, Ah, c'est fonction effectivement du montant de la facture et aussi de l'origine préférentielle ou non de la marchandise. Une autre question, une entreprise qui a le statut d'opérateur économique agréé, est-elle reconnue automatiquement exportateur agréé? ah non. Ah non, non, ça n'a rien à voir. Mais effectivement, j'allais dire malheureusement, les termes sont trop proches, opérateur économique agréé, exportateur enregistré, mais ce sont des statuts complètement indépendants. Le statut OEA va permettre à l'exportateur, j'allais dire, d'avoir un traitement, enfin, j'allais dire privilégié, mais privilégié en ce sens où, au niveau des contrôles douaniers, ils sont normalement allégés. Mais le statut d'exportateur agréé, OEA n'a rien à voir. Je veux dire, là, ça, ce statut-là, il est spécifique comment dire, aux accords de partenariat avec, enfin, entre l'Union européenne et certains pays. Oui, Donc, il y a il faut une le demander, question. ça n'a rien à voir, ouais. Il y a une question qui est sortie en revanche sur discussion. Donc, on vous rappelle, hein, posez vos questions sur le QR. Le statut d'exportateur agréé prévaut-il sur le statut d'exportateur enregistré? Non, ça n'a rien à voir. Ce sont 2 statuts différents. Et ce ne Voilà. sont pas pour En les mêmes fonction du pays. destinations. C'est le pays qui régit. Je veux dire, bon, en plus, le statut d'exportateur enregistré, j'allais dire, c'est assez facile j'allais dire, à retenir parce que, je vous dis, il a été créé en 2017 à partir de l'accord UE-Canada, donc c'est pas très vieux. Donc vous avez le Canada, le Japon, les territoires d'outre-mer et encore pas tous. C'est Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous avez le Vietnam depuis le mois d'août dernier et vous avez le Royaume-Uni. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les pays de l'AFOA, c'est-à-dire l'Afrique orientale et australe, c'est comment dire, les Seychelles, le Zimbabwe, Madagascar et l'île Maurice. Il y a la Côte d'Ivoire et le Ghana Côte aussi. d'Ivoire et Ghana, très juste, voilà. Voilà. Mm. Ça, voilà. Et donc, ils ne peuvent pas se chevaucher, ce sont des statuts différents et le statut est lié à un pays. Voilà. Donc, pour le Royaume-Uni, ça sera, comment dire, enregistré comme pour le Japon. Ça ne pourra jamais être les deux à la fois, hein. C'est Mm. toujours l'un ou l'autre selon le pays. Mais c'est vrai que les vieux accords, je veux dire le Maghreb, on a des accords avec le Maghreb depuis des années, l'Ukraine, l'Afrique du Sud, c'est le statut enfin, le premier statut qui existait, c'est-à-dire le statut d'exportateur agréé. Et agréé, c'est EUR1. Hein, enfin, EUR1 ou dispense, mais je pense que c'est une gymnastique d'esprit à faire, mais vous pouvez, je veux dire, enfin, je ne sais pas de quel département vous êtes, mais listez vos pays tiers, vérifiez, enfin, je l'ai fait pour une entreprise
à l'occasion d'un diagnostic TACI, elle m'a listé ces pays tiers. Je lui ai expliqué, comment dire, je lui ai coché les entreprises avec lesquelles l'Union européenne, enfin les pays avec lesquels l'Union européenne avait un accord de partenariat, et je lui ai expliqué quel était l'accord de partenariat en fonction du pays. Comme ça, c'était plus clair dans son esprit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vous faire. Et comme ça sera plus facile pour, au niveau compréhension. Là, l'ATR, alors, si le UR1 s'utilise aussi bien, j'allais dire, pour l'Afrique du Sud que pour la Macédoine, que pour le Mexique, que pour le Chili, l'ATR, il est spécifique à la Turquie. Et il existe dans le cadre de l'union douanière, Union européenne-Turquie. Ce n'est pas, comment dire, c'est pas la même chose qu'un EUR1 en ce sens que si vous voulez, vous pouvez utiliser un certificat ATR pour une marchandise qui n'est pas d'origine européenne. C'est-à-dire que vous avez une marchandise tierce que vous avez pu acheter. Elle a été mise en libre pratique, c'est-à-dire qu'elle a été dédouanée en Union européenne quand vous l'avez achetée et vous la réexportez. Eh bien, vous pouvez utiliser le certificat de circulation ATR à destination de la Turquie pour transporter la marchandise. Bon, il est bien évident qu'elle n'aura pas obtenu, je dirais, comment dire, elle n'aura pas obtenu l'origine préférentielle, enfin, je dirais, elle ne sera pas européenne, mais vous pouvez utiliser l'ATR, que ce soit pour une marchandise communautaire ou pour une marchandise qui ne l'est pas. À noter aussi que bon, l'ATR peut se faire, enfin, vous pouvez faire la demande de l'ATR par le GEFI, comme le UR1, et que par contre, du fait des exigences des douanes turques, depuis à peu près, je crois que c'est 2 ans, 2 ou 3 ans, comme ils ont constaté beaucoup de falsifications, enfin de fraude à l'origine, les douanes turques demandent un certificat d'origine systématiquement. Ce qui fait que pour une entreprise qui voudrait demander un ATR via le GEFI, eh bien comment dire, enfin, l'ATR est généré directement et couplé avec la demande de certificat d'origine. Voilà, ça c'est juste à noter. Bon, ce sont des documents papier, sinon vous pouvez comment dire, les acheter. Soit les transitaires peuvent vous en fournir, soit nous, on en vend régulièrement. À noter aussi, je ne l'ai pas spécifié, mais ni un ATR, ni un EUR1, ni un certificat d'origine ne peut se télécharger, hein. Vous ne pouvez pas aller sur Google, noter certificat d'origine, vous faites une sortie papier d'un scan. Et non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce sont des documents officiels. Le certificat d'origine, il est soit, comment dire, c'est un ICO et de toute façon, il va contenir comment dire, le logo, enfin, le logo ICC, ça sera donc, qui prouve donc son authenticité. L'ATR, il sera signé par la douane française de sortie comme le UR1, donc c'est un document papier. Et le UR1 aussi, hein, vous ne pouvez pas le trouver quelque part sur Internet et puis le remplir. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est les documents officiels, hein. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment spécifique à la Turquie. C'est dans le cadre de l'accord de l'Union douanière UE-Turquie. Je sais que des entreprises du cosmétique se sont inscrites au webinaire. Alors là, comment dire, même chose, c'est pas non plus, ce n'est pas systématique. Certains pays tiers n'exigent même pas de certificat de vente libre. Certains pays vont avoir leur exigence de fournir, enfin de demander un certificat de vente libre, et certains autres vont dire, moi je veux un certificat de vente libre et je veux qu'il soit aussi visé par la chambre de commerce et qu'il soit aussi visé par le ministère des Affaires étrangères et par le consulat. Là, ce sont pareils, comme je vous ai dit tout à l'heure, des exigences du pays de destination. Il se trouve qu'en France, seuls deux organismes peuvent délivrer le certificat de vente libre. Vous avez la Fédération des entreprises de la beauté à Paris et le COSMED qui est dans le sud de la France. Ce ne sont que ces deux organismes qui peuvent délivrer un certificat de vente libre. Et si un visa chambre de commerce est exigé, ce ne sera pas le visa de la chambre de commerce de laquelle vous dépendez, ça sera la chambre de commerce de laquelle dépend la FEBA ou bien le COSMED. Et ensuite, alors après, si l'entreprise et comment dire, le pays l'exige, il faudra qu'il soit visé par le ministère des Affaires étrangères et après partir directement au consulat pour un autre visa. Et dans ces cas-là, il reviendra vers vous. Et ça, toujours pour, je ne vais pas insister, mais bien que vous compreniez, c'est le pays de destination qui fixe les règles. Hein. Là, on a parlé du cosmétique, il en existe aussi, par exemple, pour les dispositifs médicaux, même pour autre chose, pour d'autres produits également. Bon, on s'est un petit peu fixé, j'allais dire, sur les cosmétiques, sachant qu'en Bretagne, vous êtes plusieurs entreprises à travailler dans le secteur. Je sais pas, ah bah écoute, Annie, je sais pas, du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions ou je passe directement aux déclarations en douane? Non, pas de questions sur le certificat de vente libre, Pascal. Ça marche. Alors, la déclaration en douane, alors, ça, alors, ce que vous avez à l'écran, c'est un DAU.
Alors, DAU, ça veut dire des documents administratifs uniques. Et le DAU, c'est un terme qui recouvre plusieurs documents douaniers. Je veux dire, vous avez des DAU export, vous avez des DAU import, vous avez des DAU transit. Mais tout ça, ce sont des DAU. Donc là, puisqu'on parle aujourd'hui des documents export, je vous ai, vous voyez la trame, hein, ça c'est la trame donc d'un document administratif unique. Son nom anglais, c'est le SAD, un Single Administrative Document. Et vous avez les lettres, vous savez, tout en haut, vous voyez déclaration. Alors, j'imagine que c'est un peu petit pour vous, moi aussi, mais tout en haut à droite, après, à droite de Communauté européenne, vous avez le mot déclaration. Eh bien, dans ces cases vont apparaître soit le sigle EX, soit le sigle CO, soit le sigle EU. Je pense à une entreprise d'ailleurs qui s'est posé la question en s'inscrivant en disant mais moi je vends au Royaume-Uni depuis cette année, qui est devenu donc Royaume-Uni qui est devenu un pays tiers, et sur ma déclaration il apparaît le sigle EU. Elle était un peu surprise que ce ne soit pas un sigle EX. Eh bien, le sigle EX, il sert pour les exportations à destination des territoires qui sont en dehors du territoire douanier de l'UE, et sauf de la ELE. D'accord. Donc, en général, la plupart du temps, d'ailleurs, tout le monde parle de XA. Disent, vous avez bien, j'ai bien mon EXA, comment est-ce que je fais pour récupérer mon EXA? Donc, tout le monde parle de ces deux lettres qui sont sur le document administratif unique, parce que je pense que c'est le plus utilisé, mais vous pouvez avoir aussi le sigle EU qui apparaît sur les déclarations en douane qui sont émises par vos RDE à destination des pays de l'AELE. L'AELE étant l'accord économique de libre-échange qui comprend l'Islande, la Suisse, le Liechtenstein et la Norvège, et tout récemment, j'allais dire, le UK. Pour le UK, c'est aussi le sigle EU. Donc, à chaque fois que vous allez récupérer une déclaration en douane qui a été émise à destination d'un client au Royaume-Uni, ne soyez pas surpris, ce ne sera pas un EX, c'est un EU, c'est normal. Hein. Le sigle CO, là, c'est aussi donc pour des marchandises communautaires qui sont soumises là à des mesures un petit peu particulières, et notamment ça sert aussi pour les exportations vers les départements d'outre-mer. Oui, je vous disais tout à l'heure que les DOM et les TOM, les expéditions qui vont vers cette zone sont considérées comme des territoires d'exportation. D'accord. Donc, c'est aussi pour les territoires qui font partie du territoire douanier et pas du territoire fiscal de l'Union européenne. Donc, vous pouvez avoir EX, CO ou EU. Je vais sur la slide qui suit, je vais vous noter, je vous ai noté en fait ce qui apparaît, enfin les cases qui sont le plus communément, j'allais dire, remplies sur une déclaration en douane. Mais pour certains d'entre vous, j'imagine, puisque je pense qu'il y a pratiquement 200 inscrits, lundi, ma collègue de Rennes organise un webinaire sur comment décrypter sa déclaration en douane, import et export. Donc là, monsieur Rodolphe Lucas, qui est l'intervenant, qui est lui-même un ancien comment dire, un ancien RDE, détaillera donc en long et en large ce que doit comporter une déclaration en douane export et import, à quoi correspond chaque code, puisqu'en fait la déclaration, elle est, comment dire, j'allais dire, elle est remplie de cases qui comportent des codes. Donc, vous voyez, donc, ce qui apparaît sur la déclaration en douane, le numéro EORI, j'imagine que ça parle à tout le monde, puisque si vous êtes inscrit, c'est que j'imagine que vous faites déjà de l'exportation, donc déjà de l'envoi de marchandises vers des pays tiers. Donc, les coordonnées, donc, j'allais dire, de l'expéditeur et de expéditeur ou exportateur. Et notez aussi que votre EORI est absolument indispensable. Ça remonte à aussi à peu près une dizaine d'années, mais aucune déclaration en douane à la sortie de l'Europe ou à l'entrée en Europe ne peut être émise sans que l'opérateur européen dispose de son EORI, qui n'est rien d'autre que votre numéro SIRET. Hein. C'est votre numéro SIRET qui est rentré dans une base de données européenne et qui fait que vous êtes reconnu quand le RDE émet la déclaration en douane sous Delta. Hein. Si le RDE, si le comment dire, l'EORI n'est pas rentré dans la base de données, eh bien, il lui est impossible au RDE de valider la déclaration en douane. Hein, donc, voilà. Ça apparaît dans la case 2. Vous avez les coordonnées, bien sûr, de l'importateur à l'autre bout du monde, les coordonnées du RDE qui va émettre la déclaration en douane, la case qui correspond, j'allais dire, à l'incoterm qui est choisi pour l'opération. Quel est le moyen de transport, hein, c'est bien spécifié, la valeur de la marchandise, bien sûr, le bureau par lequel elle va sortir, cette marchandise, où elle est située comment dire, avant qu'elle ne quitte le sol de l'Union européenne, le code douanier de la marchandise, vous voyez, donc qui est indispensable à connaître, bien sûr, puisqu'il doit apparaître dans la case 33 de la déclaration en douane, hein, et enfin aussi le code du pays d'origine.
Voilà. Donc, mais bon, lundi, pour ceux qui se sont inscrits, d'ailleurs, si vous voulez y participer, il n'est pas trop tard pour vous inscrire. Vous aurez en détail pendant, je crois que le webinaire dure une petite heure, en détail, monsieur Lucas expliquera, les tenants et aboutissants de cette déclaration en douane, hein, qui est indispensable. C'est votre justificatif d'exportation, quand même, je vous le reprécise, justificatif d'exportation indispensable si vous êtes contrôlé, ou par la douane ou par un inspecteur des impôts, hein. Je pense notamment aux entreprises qui fonctionneraient peut-être en départ-usine. Le danger, c'est qu'en départ-usine, vous ne maîtrisez pas les formalités en douane de départ et que donc, si vous n'y pensez pas forcément et que le double de la déclaration en douane ne vous revient pas, eh bien, le jour du contrôle, effectivement, vous ne l'aurez pas dans votre dossier et ça peut être, j'allais dire, ça peut être très ennuyeux, même si des preuves alternatives existent. Je veux dire, la déclaration en douane, la preuve de sortie de la marchandise, vous devez, en tant que vendeur, l'avoir, ne serait-ce qu'une copie. J'ai deux questions là-dessus. Ouais, j'ai deux questions sur le DAU, Pascal. Le XA doit-il absolument être signé et daté pour avoir valeur en cas de contrôle fiscal? Bah oui, normalement, il doit être daté et signé, sauf que moi, enfin, je sais pas, Annie, comment c'est pour toi, mais j'ai quelquefois des doubles qui me sont transmis et qui sont informatiques. Oui, alors ils ne peuvent pas être signés. Enfin, ils ne sont pas signés Bon, puisque c'est c'est bon. informatique. Voilà, alors ceux qui sont informatiques, c'est, mais bon, normalement, si vous voulez, sur comment dire, la déclaration en douane, vous avez en haut un numéro MRN qui apparaît. C'est Movement Reference Number, je crois que c'est ça que ça veut dire, si je dis pas de bêtises. Et vous avez la possibilité, grâce à un, comment dire, sur un lien sur le site de la douane, vous ne pouvez pas remonter plus qu'à un an, je crois, mais vous pouvez noter le numéro du MRN et vous allez, comment dire, avoir des informations sur, j'allais dire, le suivi de la déclaration en douane. Hein. Vous avez normalement un code barre avec le numéro MRN qui est en haut. Hein. Mais bon, effectivement, comme là aussi, tout se dématérialise. Vous n'avez pas de. C'est pas signé normal, c'est pas, je veux Il y dire, a- il y signé a- comme avant, quoi. Ce n'est pas signé, mais il doit, pour qu'il ait effectivement la valeur de justificatif fiscal, il faut que la mention ECS sortie, c'est-à-dire que la sortie ait été validée, la sortie du territoire communautaire européen, effectivement, que cette sortie soit validée, et c'est le sigle ECS sortie, export control système sortie, qui doit figurer. S'il n'y a pas cette mention-là, c'est que vous n'avez pas le bon exemplaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'exemplaire qui est allé jusqu'au bout de la procédure douanière. Ça vaut en fait en quelque sorte une signature. Donc BAE, bon à embarquer, ECS sortie, ça c'est le volet qu'il vous faut. Mais Annie, enfin, sur les documents informatiques, enfin, moi, j'ai pas toujours vu ça. Enfin, je pense quand même que, bon, déjà là, vous pouvez klaxonner aussi votre, j'allais dire, votre transitaire. A priori, s'il vous l'a adressé, c'est que il est valide. Mais si vous avez un doute, je vous dis le numéro MRN, vous pouvez en le notant vérifier. Comment dire, comment a été utilisé, j'allais dire, la déclaration en douane, et vous pouvez valider, j'allais dire, son authenticité en fonctionnant comme ça. Je ne sais pas dans quel département vous êtes, mais on pourra en reparler éventuellement plus tard. OK. Je vais passer, j'allais dire, aux documents postaux. Je regarde l'heure, je vais passer aux documents postaux. La déclaration en douane, alors ça, bon, je voulais noter, même si, bon, la CN22, sachez que ça existe. Ça permet d'envoyer aussi un échantillon commercial, mais vraiment de faible valeur. Et puis, si vous n'avez pas, j'allais dire, spécifiquement besoin, j'allais dire, d'avoir, j'allais dire, un justificatif, eh bien, je vais dire de façon rapide, pour vraiment un tout petit échantillon, vous voyez, inférieur à 2 kilos et inférieur à 450 euros, vous pouvez envoyer, comment dire, par la poste, avec 2 factures pro forma, une marchandise en collant dans ces étiquettes CN22 que vous vous procurez à la poste sur le colis. Hein. Mais bon, au niveau de l'international, ce qu'on voit le plus communément, bien sûr, et ce qu'on entend le plus, c'est la CN23. J'imagine qu'il doit parler à bon nombre d'entre vous. Si vous utilisez beaucoup la poste, j'allais dire, parce que vos marchandises sont sont en petit volume. La CN23, j'allais dire, c'est aussi une déclaration en douane, mais c'est une déclaration en douane spécifique à la poste. Donc, vous pouvez télécharger, pas télécharger, vous pouvez remplir cette CN23 directement sur le site de la poste. Vous avez 3 exemplaires qui
qui se suivent et il y a un exemplaire qui est à, comment dire, quand vous allez déposer votre colis, vous faites viser cet exemplaire donc par la poste. Ce sera le, comment dire, j'allais dire, ce qui équivaudra, j'allais dire, à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la signature, j'allais dire, de la douane de sortie, en fait, hein, c'est un peu ça, sauf que sur la CN23, c'est un format en général, c'est plutôt un format A5, c'est-à-dire un demi A4. Et vous doit apparaître aussi sur la CN23 votre numéro EORI, la désignation de la marchandise, son poids, quel est l'expéditeur, quel est le destinataire, mais et c'est, comment dire, vous utilisez ce document jusqu'à, enfin c'est pas jusqu'à 1 000 €, mais sachez qu'en tout cas, la Poste va émettre, ça c'est relativement récent, ça fait 1 an ou 2 uniquement que la Poste, elle émet un DAU pour toute marchandise qui part sous couvert d'un CN23 qui est supérieur à 1 000 €. La CN23, c'est un exemplaire pour vous, hein, c'est le justificatif d'exportation en cas de contrôle. C'est ce que vous présentez à l'inspecteur des impôts s'il vous demande la preuve de sortie du territoire de votre marchandise. Et il y a un exemplaire pour la destination et un exemplaire pour le client, hein. Et cette CN23, bien sûr, là aussi, on parle de déclaration en douane. Alors, il est bien entendu que vous, quand vous faites un envoi par la poste à, je vais dire, un client en Allemagne ou au Portugal ou en Italie, vous ne remplirez pas de CN23. Ça ne sert que pour les exportations vers les pays tiers, c'est-à-dire hors UE, y compris DOM-TOM, hein. L'envoi que vous faites à destination de la Poste, eh bien, vous allez tout simplement, à destination, j'allais dire, d'un client européen, vous allez faire une facture pro forma, vous allez mettre un exemplaire dans le colis, vous allez expédier ça et vous allez demander, quand vous allez délivrer votre colis, un récépissé de la Poste, comme quoi vous avez déposé un colis, hein, pour prouver que, j'allais dire, il y a bien une marchandise qui est sortie et qui est partie à destination d'Allemagne ou d'Italie. Mais il n'y aura pas de CN23. La CN23, c'est une déclaration en douane. Donc, c'est uniquement pour les pays tiers. Ça, j'allais dire, ce document douanier, c'est ce qu'on a, enfin, le carnet ATA, c'est donc, ça veut dire, c'est la combinaison de admission temporaire, temporary admission, c'est un carnet qui a des dizaines d'années et qui permet aux exportateurs de marchandises, j'allais dire, enfin, de marchandises non périssables, hein, comment dire, d'aller prospecter un marché étranger en franchise de droits et taxes. Je m'explique, le carnet ATA, donc c'est un carnet, hein, comme son nom l'indique, donc c'est pas un seul feuillet. Vous pouvez en demander, je vous montre ici physiquement à quoi ça ressemble. Là, vous voyez, par exemple, vous avez la couverture de carnet, hein, et le dos de cette couverture où apparaît toute la liste des marchandises que vous emmenez avec vous. Imaginons, vous partez, je veux dire, à l'étranger avec une collection de vêtements. Vous allez, comment dire, prospecter des clients au Japon, aux États-Unis. Donc, vous allez pouvoir faire cette demande de carnet. Ou alors, vous allez partir faire un chantier à l'étranger. Vous allez partir avec une caisse à outils. Ou alors, vous êtes entreprise j'allais dire, de production de films et vous allez partir avec diverses caméras pour aller filmer pendant un temps déterminé dans tel et tel pays. Eh bien, ce carnet, une fois qu'il va vous être délivré par la Chambre de commerce, va vous permettre de quitter l'Union européenne sans payer quoi que ce soit, de rentrer dans le pays de destination, le pays tiers de destination, de faire votre film ou de faire votre prospection. Quand vous avez terminé, vous ressortez avec le matériel et quand vous revenez en France, idem. Le carnet, il comporte des feuillets et vous êtes censé présenter bien sûr ce carnet quand vous sortez de France. Hein, vous présentez le carnet à la douane en expliquant que vous sortez avec cette marchandise et vous expliquez aussi où vous allez. Quand vous rentrez dans le pays de destination en question, vous allez dire, voilà, moi je viens pour un salon, je vais rester 8 jours. Bon, donc la douane va constater votre entrée, va détacher la liste, parce que cette liste, elle est détachable, va détacher la liste du matériel prouvant que vous êtes rentré et elle va vous demander aussi combien de temps vous restez. Quand vous allez ressortir, elle va détacher l'autre feuillet du carnet pour préciser, attester en tout cas pour elle que la marchandise, elle est rentrée à un moment donné, mais elle est bien ressortie. Et vous allez le présenter aussi à la douane française quand vous revenez pour attester que la marchandise, qui valait peut-être 50 000 €, eh bien, elle est rentrée dans sa totalité. Pour faire cette demande de carnet, vous devez aussi toujours utiliser le GEFI. Cette demande se fait désormais en ligne et la chambre de commerce de laquelle vous dépendez va vous émettre le carnet ATA, hein, donc qui comportera un coût, bien entendu, mais grâce à ce carnet, vous allez pouvoir, à hauteur de 8 voyages, prospecter toute une zone géographique pendant une année.
tous les pays du monde, hein, vous voyez, je vous ai mis 70 pays tiers, donc tous les pays du monde n'ont pas adhéré à la convention ATA, mais pour des questions de facilité, vous pouvez très bien faire émettre ce qu'on appelle un carnet ATA tout pays. Ça vous facilitera au moins comment dire, l'utilisation pour quitter l'Union européenne et pour y revenir. Et du coup, pour la douane du pays tiers en question, vous devrez vous soumettre, j'allais dire, aux exigences du pays. Là encore, si, j'allais dire, pour une raison X ou Y, la douane décide que vous devez laisser une caution du montant des droits et taxes perçus au cas où la marchandise ne ressortirait pas, évidemment, vous devrez obtempérer. Mais le carnet, il a cette facilité-là. Outre le coût, il est valable une année pour 8 voyages ou 8 pays maximum et il vous permet d'aller prospecter à l'étranger. Bon, il faut bien sûr que la liste soit toujours la même ou alors vous spécifiez pour le voyage suivant que vous n'êtes parti qu'avec la marchandise qui va de 1 à 50. Bon. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui est très, très pratique. Carnet ATA aussi, qui maintenant, pour les entreprises qui parmi vous peut-être aller à des salons, j'allais dire au Royaume-Uni, enfin en tout cas quand on pourra à nouveau voyager, eh bien écoutez, vous pourrez vous voir délivrer un carnet ATA pour le Royaume-Uni si vous allez à un salon ou si vous allez faire de la prospection avec une collection, j'allais dire, de vêtements ou de lunettes. euh, je dirais l'année prochaine parce que je pense que là, cette année, je ne sais pas si comment va se passer la fin de l'année. Enfin, en tout cas, sachez que pour le Royaume-Uni, le carnet ATA maintenant est utilisable. Donc il est vert, hein. Enfin ça c'est comment dire, la couverture et le dos, c'est vert et les feuillets sinon ont des couleurs, ceux qui servent pour l'Union européenne, ce sont des feuillets de couleur, jaune et les autres sont de couleur blanche, les pays tiers par lesquels vous allez passer. Je ne sais pas du coup Annie, est-ce qu'il y a des non, je ne vois pas, je vois 22, j'ai l'impression que le nombre de questions n'a pas bougé. Annie, tu m'entends? Donc je vais passer, écoutez, j'ai l'impression que ma collègue ne m'entend pas. Pardon, Ah oui, excusez-moi. non, Oui, c'est pas grave. pardon, c'est moi. J'ai eu peur que ça ait Non, non, j'avais coupé le son. Non, pas d'autres questions depuis. Annie. Je disais que j'ai transmis aux participants le lien pour le suivi MRN, puisqu'il y avait D'accord. une question. Ah bah c'est parfait, c'est parfait. Moi, personnellement, par contre, il ne faut pas trop attendre parce que j'ai une entreprise qui m'avait soumis sa déclaration aux douanes dématérialisée, sauf qu'elle était, je crois qu'elle devait avoir 2 ans et je crois qu'on ne peut pas remonter à plus d'1 an. Donc effectivement, autant, enfin, je veux dire, va te le faire quand il est chaud et aller directement Mm. vérifier ça assez rapidement quand on récupère le document, hein. Je vais passer au document de transport. Alors, document de transport, je suis partie sur, encore faut-il qu'il veuille bien que mes slides voilà, alors document de transport. Alors selon le moyen d'acheminement que vous utilisez, bien sûr, vous êtes confronté plus ou moins, enfin, je veux dire à plus ou moins, de ces documents. Si vous livrez, des pays, j'allais dire, relativement limitrophes, j'imagine que vous utilisez plus la CMR, hein. Je veux dire, même si vous vendez en pays tiers, je pense à quelqu'un qui livrerait la Suisse, eh bien, je veux dire, même si c'est un pays tiers, j'imagine que, sauf à ce que ça soit de la marchandise, qui doivent être livrées très rapidement, mais vous utilisez sans doute plutôt la route. Donc voilà, la CMR, voilà comment j'allais dire, à quoi ressemble une CMR. Bon, j'imagine que certains d'entre vous en voient sans doute régulièrement, mais CMR parce que marchandises, convention pour les marchandises par la route, hein. Cette CMR, donc, elle était mise en 3 exemplaires, hein. Il y en a un pour l'expéditeur, un pour le destinataire et un donc qui est pour le transporteur. Elle comprend bien sûr, vous voyez les mentions qui sont spécifiées sur le document là, effectivement la date d'établissement de la lettre, un numéro, vos coordonnées, les coordonnées du destinataire, qu'est-ce que c'est comme marchandise, où est-ce que, la marchandise va être prise en charge et où est-ce qu'elle va être délivrée. Donc ce document, pour ceux qui font essentiellement, j'allais dire de l'Union européenne par exemple, et bien, c'est le document, quand je vous disais tout à l'heure que pour facturer hors TVA, un client, basé dans un autre État membre, eh bien, il fallait avoir le numéro de TVA intracommunautaire de cet acheteur, de cet futur acheteur, vérifier qu'il existe bien, qu'il correspond bien à une entreprise et puis ensuite que vous ayez aussi la preuve de sortie de la marchandise de France.
hein, et qu'elle aille bien sûr cette marchandise jusqu'à son pays de destination. Donc voilà, le document en question, c'est celui-là. Ce sont les 2 conditions pour qu'en intracommunautaire, un, comment dire, une entreprise puisse facturer hors TVA. Alors maintenant, c'est vrai que la CMR peut aussi, je vous disais, je vous parlais de la Suisse, elle va être utilisée aussi éventuellement. Mais de toute façon, le problème est, j'allais dire, est moins grave, en ce sens que si vous vendez en Suisse, comme la Suisse est un pays tiers, de toute façon, vous aurez une déclaration en douane d'exportation sera émise, hein, aucune marchandise ne peut partir, ne peut quitter l'Union européenne sans qu'une déclaration en douane ne soit émise. Donc, de toute façon, c'est ce document-là qui est le justificatif d'exportation quand vous vendez à destination d'un pays tiers. Donc, la CMR ne fera que, j'allais dire, renforcer, j'allais dire, l'expédition, j'allais dire, par route du bien, mais la CMR, éventuellement, dans ces cas-là, enfin, c'est surtout le justificatif important quand vous vendez en intra, quoi, le document de transport. On va parler maintenant, on va partir de, comment dire, de partir sur la mer. Alors, vous entendez parler du connaissement maritime, du Bill of Lading. Le connaissement maritime, donc, c'est le document de transport qui est utilisé pour tout ce qui est envoi par, j'allais dire par conteneur et tout envoi par route, pardon, par mer. Là, écoutez, excusez-moi, il n'est pas très très frais, celui que je vous ai mis en ligne, mais honnêtement, ce n'est pas des documents qui nous passent beaucoup entre les mains. Donc, je voulais intégrer pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et ce document donc est la preuve bien sûr aussi de comment dire de transport entre, j'allais dire, le chargeur et puis le transporteur. Il est émis, comment dire, par le transporteur maritime ou son représentant. C'est un document, je ne sais pas si parmi vous, il y a des entreprises qui fonctionnent, j'allais dire, par crédit documentaire, mais souvent c'est un document enfin, qui est très demandé dans les lettres de crédit. C'est-à-dire que quand vous recevez, comment dire, le projet de lettre de crédit, et bien souvent, en fonction de l'incoterm utilisé, bien sûr, mais là c'est un peu cocasse puisque hier j'ai une entreprise qui va vendre au Brésil et l'incoterm choisi est le départ usine et la destination est le Brésil. Donc c'est vrai que c'est pas courant d'avoir des lettres de crédit qui sont ouvertes avec des incoterms départ usine, surtout quand départ usine, vous ne maîtrisez rien, donc c'est un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que dans les lettres de crédit qui sont ouvertes, en général, le client précise, enfin la douane, pas la douane mais la banque du client précise généralement ce qu'elle veut comme document pour que la marchandise soit délivrée au client final. C'est qu'elle va vous dire, voilà, elle veut une facture en 3 exemplaires, elle veut, par exemple, un certificat de circulation à l'UR1, elle veut un connaissement maritime en 3 originaux et une chose que je voulais vous dire tout à l'heure aussi et que j'ai oublié, c'est qu'il arrive aussi qu'on voit que sur le projet de certificat projet de lettre de crédit, le client demande ou la banque du client demande un certificat d'origine en 3 originaux. Ah ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Il faut le voir dès le début, c'est-à-dire dès que vous recevez la lettre de crédit, regardez s'il n'y a pas d'anomalie, parce que si on peut délivrer, enfin, la compagnie de transport peut vous délivrer un connaissement maritime en 3 originaux, il est hors de question que vous ayez un certificat d'origine en 3 originaux. Le certificat d'origine et le passeport de la marchandise, c'est un original qui est beige avec des copies jaunes. Et les copies jaunes comportent une mention sur le bandeau gauche et qui précise ceci, c'est que toute copie de certificat d'origine signée en même temps que l'original valent original. Donc voilà, donc, pour vous dire que le Bill of Lading, c'est le titre de transport, le titre de propriété, qui fait partie de l'alias, j'allais dire en général, des documents que vous fournissez à votre banque quand un crédit documentaire a été ouvert, je sais pas, j'ai dit en Algérie, j'ai dire, enfin dans la zone, je vous cite encore la zone du Maghreb, parce que souvent les devises ne peuvent pas sortir s'il n'y a pas de crédit documentaire ouvert, enfin, surtout quand ce sont des montants importants. Et donc, tous les documents qui vont être exigés par le client, vous allez les préparer, vous allez les remettre à votre banque. Votre banque va les vérifier, voir si pour elle, aucun document ne comporte d'anomalie, va les expédier à la douane du client au Maroc, qui va lui aussi les éplucher de son côté. Et si tout est conforme, la banque va payer, la banque marocaine paiera la banque française et transmettra l'alias de documents au destinataire qui, lui, grâce au connaissement maritime, va pouvoir prendre possession de la marchandise sur le port, enfin sur le port ou éventuellement dans un autre lieu. Voilà. Et pareil, le connaissement maritime comporte les coordonnées du destinataire, de l'exploitateur. Elle a aussi, comporte un numéro d'ordre, hein, comme pour n'importe quel document de transport, comme n'importe quel certificat d'origine. D'ailleurs, les documents comportent un numéro.
Et puis, tout ce qui est lié, bien sûr, au port d'embarquement, au port de débarquement, la date du connaissement, enfin, et cetera, et le titre de propriété. Ce titre de propriété connaissement maritime, peut être négociable. Je vais passer maintenant à la comment dire? À l'avion. Donc la lettre de transport pour l'avion, c'est ce qu'on appelle la LTA, hein, la comment dire? La Highway Bill. Donc même chose, donc elle a été mise par la compagnie maritime, la compagnie aérienne que vous avez choisie, hein. Les coordonnées, bah, c'est toujours enfin, c'est toujours un petit peu identique, hein, les coordonnées du vendeur, les coordonnées du destinataire, le numéro de la lettre, ce que, ce qui est transporté sous couvert de la lettre de transport aérienne, heu, le poids, enfin tous les éléments, j'allais dire les éléments absolument essentiels aussi. Et là, c'est la même chose, c'est toujours expédié, comment dire? Réalisé en plusieurs exemplaires et il y a toujours un exemplaire pour vous vendeur, pour le destinataire et pour la compagnie aérienne qui va émettre le document. Je vais passer au site utile, Annie, mais je ne sais pas, enfin, j'ai l'impression que le nombre de questions n'a pas l'air de bouger, donc par contre, je vois quelque chose. Non, c'est vrai, il y a pas alors juste une, bonjour. Est-ce que le client doit être en possession de la LTA pour récupérer la marchandise? Euh, alors, oui, parce que quand il va se rendre à l'aéroport pour récupérer son colis, enfin quand le RDE va, bon, je pense que c'est le RDE le RDE import qui va tout faire, c'est lui qui va vouloir récupérer la marchandise. Euh, une fois qu'il aura payé les droits et taxes à destination, enfin une fois que comment dire, l'importateur aura payé, aura fait le nécessaire pour que les droits et taxes à destination soient payés, c'est pas aussi, enfin, c'est pas un titre de propriété, j'allais dire au même titre que le c'est important qu'il l'ait, mais je pense que le client pourra récupérer sa marchandise, le transitaire pourra récupérer sa marchandise, dans la mesure où les droits et taxes, j'allais dire, ont été acquittés. S'il y a pas spécifiquement, j'allais dire, de lettre de crédit d'ouverte, je pense que sans la LTA, il va pouvoir récupérer, comment dire, sur la plateforme aéroportuaire son colis. Si tout est s'il y a pas de lettre de crédit d'ouverte, heu pour moi, il va pouvoir récupérer son colis, directement, hein. On va noter quelle est l'entreprise qui pose la question de manière à creuser un peu plus, mais la LT la l si le bill of lading est vraiment, c'est vraiment un titre de propriété, ici, c'est un peu différent. OK. Avant peut-être que les gens puissent réfléchir, Annie, mais je voulais, bon, bah, cette slide-ci, elle parle des réunions d'information. Alors c'est un peu les réunions d'information se sont transformées en webinaire déjà depuis un an, hein, donc mais en tous les cas, sachez que vous avez accès au calendrier directement en vous rendant sur, comment dire? L'agenda de Bretagne Commerce International et apparaît aussi sous vos yeux dans la partie de gauche, une lettre d'information que nous éditons tous les mois. Alors pour les personnes qui ne la recevraient pas, sachez que bon, la lettre, elle est assez conséquente, mais que, j'allais dire en fin de lettre d'information, il y a une partie réglementaire et technique qui est, mise en évidence tous les mois avec des actualités au niveau, comment dire? Au niveau des pays destination. On va vous dire, voilà, par exemple, il fallait un bordereau de suivi de cargaison pour tel pays d'Afrique, comment dire, l'obligation elle est levée, ou bien qu'à partir de tel mois, il faudra que, par exemple, une certification soit appliquée sur tel et tel produit. Donc, vous pouvez, comment dire, en vous rendant directement sur le site, vous pouvez vous inscrire à cette lettre en ligne, hein, sans problème. Et surtout, ce sur quoi je voulais faire insister, c'est que par rapport à ce dont je vous ai parlé, sur cette dernière slide, il y a des sites utiles. Alors, effectivement, dans l'agenda dont je vous ai parlé, BCI Info, vous avez une mine d'informations. Les tutoriels, là, j'ai mis en évidence le tutoriel facture, mais il y en a d'autres. Vous avez le lien pour adhérer à BCI pour les entreprises qui le souhaiteraient. Le site de la douane, là aussi, pour le site de la douane, c'est pas toujours simple de s'y rendre aussi, mais de s'y retrouver, c'est un peu plus compliqué. Mais vous avez une mine d'informations sur le site officiel. Vous êtes obligé de passer par ce site et d'aller dans l'application Soprano pour faire votre demande en ligne de statut d'exportateur enregistré, par exemple.
Vous avez aussi des fiches sur les fondamentaux de l'import-export, elles sont bien faites, hein, si vous pouvez prendre un petit peu de temps pour les lire et si nous on a une fiche, je vous disais tout à l'heure, si nous on a une fiche réglementaire sur les accords UE pays tiers et bien sur le site de la douane, vous trouvez aussi ces accords-là et vous avez surtout, comment dire? Accès au journal officiel de l'Union européenne pour chacun des accords et vous pouvez, creuser, enfin je veux dire, si le cœur vous en dit, hein, parce que vous avez des accords qui font plus de 1000 pages, ça doit être le cas pour le Japon et pour le Royaume-Uni, le dernier sorti. Mais vous trouvez par exemple des informations sur la déclaration du fournisseur, sur les mentions, comment dire, l'attestation d'origine dont je vous ai parlé, eh bien, elle existe dans chacun des accords, elle existe dans toutes les langues de l'Union européenne. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez trouver là-dessus. Access to Market, c'est un site qui vous permet de connaître les droits et taxes que vos clients payent à destination à partir d'un code douanier. Hein, là aussi, c'est une mine d'or. Et on peut vous dire aussi à partir d'un code douanier précis, enfin, au moins jusqu'à 6 chiffres, puisque après, le code douanier peut changer dans le pays tiers de destination, mais à partir d'un code douanier de 6 chiffres, vous pouvez connaître la réglementation qui est liée à la mise sur le marché du produit que vous allez vendre. Donc, ça, c'est quelque chose, toutes ces choses-là, ce sont des sites, vous voyez aussi bien la douane que Access to Market, ce sont des sites publics et sur lesquels vous pouvez vous rendre sans abonnement quelconque et de façon gratuite, bien sûr. Le GFI, moi, je vous l'ai remis, même si c'était sur les slides d'avant. Je vous ai remis comment dire, le site du GFI. Vous pouvez aller voir un petit peu comment il se présente. Hein. Pour les entreprises qui ne feraient peut-être que des certificats d'origine papier jusque maintenant, bah, sachez que cette facilité vous est offerte. Je pense que votre conseillère formalité internationale a dû vous le dire, mais comme je sais que beaucoup de collègues sont maintenant en télétravail, ne sont pas toujours peut-être aussi faciles à joindre, bah, sachez que c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place facilement. L'exportateur.com, bah là, c'est pour avis, hein, vous pouvez aller faire aussi un petit tour. Sachez que il y a des fiches à peu près pour tous les pays du monde et que, enfin, nous, c'est notre quotidien. On est abonné. Toutes les chambres de commerce de Bretagne sont abonnées. N'hésitez pas à nous contacter quand vous avez un doute. Et puis, sachez aussi que si vous avez comment dire, une fiche pays, je veux dire, nous, on reçoit des pushs à chaque fois qu'il y a une mise à jour. Donc, si vous avez une fiche qui a 10 ans, bah, vous dire qu'il y a de fortes chances quand même que les éléments aient un peu changé. Hein. Donc, ne pas hésiter à nous contacter pour vérifier que les éléments que vous avez en votre possession sont toujours d'actualité. Hein. Je vous ai mis les coordonnées aussi des fédérations qui sont liées, fédérations et associations qui sont liées aux produits cosmétiques. Et enfin, sur le site de BCI, tout ce qui touche au Brexit, parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Les contacts utiles au niveau des services de l'État britannique, comment procéder selon l'incoterm que vous utilisez pour vendre, avoir un EORI britannique, par exemple, pour quelqu'un qui vendrait en DDP, ce qui est bien sûr à éviter. Mais je veux dire, sur la page Brexit, il y a des mines d'or d'informations. Je sais, bah écoute Annie, je regarde juste, mais voilà, je sais pas si… Il y a encore quelques questions. On peut encore avoir 10 minutes, Pascal? Bien sûr, il n'y a pas de souci, j'avais peur qu'il n'y en ait peut-être pas énormément. Bonjour. Alors, le justificatif fiscal d'exportation que nous avons en notre possession pour une vente en Suisse, donc sur ce justificatif, n'apparaît pas le numéro MRN et le statut de la déclaration indiquée est BAE DEF. Alors, personnellement, moi, DEF, je ne sais pas ce que ça veut dire, effectivement. Normalement, ça doit être BAE sorti. Voilà, donc DEF, je ne sais pas. On pourra peut-être creuser, Pascal, Oui, envoyer il une n'y a pas de réponse souci. après. Ouais, voilà. De toute façon, si j'ai bien compris, toutes les questions vont être, Oui, oui. en général, elles sont répertoriées, donc on aura ça. Je pense à quelque chose aussi, ben, pour éviter que certaines personnes s'en aillent déjà, peut-être, c'est que vous dire que suite au webinaire, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction. Si vous avez la gentillesse de consacrer 1 ou 2 minutes pour le remplir, voilà, ça nous permet aussi éventuellement de proposer d'autres thèmes comment dire, de webinaires ou de réunions d'information qu'on pourra peut-être refaire en présentiel à partir de l'année prochaine. Donc voilà, c'est juste cette petite info-là. Mais effectivement, et même si j'allais dire, il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit après, l'idée, si vous voulez aussi, de ces webinaires, c'est de vous dire qu'on est là au quotidien et qu'il n'y a pas de questions idiotes. J'ai quelques entreprises qui m'appellent en disant, là, j'ai une question à vous poser, mais vous allez la trouver bête. Non, il n'y a jamais de questions idiotes. Donc, nous, la preuve, c'est que même après une trentaine d'années de métier, on en apprend encore et on découvre encore des choses. Donc, d'abord parce que tout évolue et ça nous permet aussi de creuser certaines choses quelquefois auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Donc, ne pas hésiter. Nous, on est là pour vous proposer des diagnostics. Si vous avez un peu de temps, on peut en faire aussi en visio. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est moins agréable, c'est sûr, mais
ça peut se faire en visio, et puis on décortique un petit peu, toute la façon, enfin, j'allais dire tous les questionnements que vous pouvez avoir, quoi. Quelquefois, vous pouvez être bloqué par des questions et je veux dire plutôt que de rester bloqué pendant 1 heure ou 2, vous passez un petit coup de fil, vous envoyez un petit mail, c'est aussi simple, quoi. Parce que vous avez, je crois que je dis pas de bêtises, voilà ici, voilà, en dernière slide, vous avez les coordonnées de toute l'équipe. Alors nous, enfin moi et ma collègue, des Côtes d'Armor, qui est avec moi ce matin, nous on apparaît dans la partie de droite, pardon, dans la partie de gauche, techniques et réglementaires. Ce sont vos interlocuteurs ou actrices, puisqu'on est que des femmes, par département, vous voyez. Bon, donc vous n'hésitez pas à envoyer votre question cette adresse-là mail, ou bien vous passez. Normalement, ce sont toutes des lignes directes, donc vous n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on décortique avec vous la question, quoi, hein. Il n'y a pas de souci. Et sur la partie de droite, vous avez nos collègues du stratégique. Alors, vous voyez l'autre diagnostic dont je vous parlais, qui vous aide dans la priorisation des marchés et qui peut vous aider aussi dans la mise en place d'un plan d'action et le financement d'un plan d'action. Nos collègues travaillent en lien avec BPI France, hein. Donc, vous avez donc, vous voyez, par département, vous avez comment dire, un conseiller. Donc, on est là à votre écoute. N'hésitez pas il ne faut pas hésiter à nous contacter. Je vous dis, si ça peut vous faire gagner du temps plutôt que de se dire, oh ben non, ma question va être un petit peu incongrue. Il y a pas du tout de questions bizarres, hein, au contraire. Tout à fait. Ça fait avancer tout le monde, au contraire. Mm. Eh bien, écoute, non, pas d'autres questions. Donc, je crois que tu as répondu. Donc, le replay sera disponible. Voilà, donc sans tarder, hein, bah, écoutez, je dirais plutôt la semaine prochaine, je pense, parce que, bah, déjà, il y a ce webinaire est suivi d'un autre jeudi, mais plus, avec, enfin, j'allais dire «plus branché» entre guillemets, si je peux dire, alimentaire, enfin alimentation animale, alimentation humaine, donc je pense plutôt la semaine prochaine. Mais bon, sans tarder de toute façon. Mm. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère, que vous avez appris des petites choses. J'espère que ça n'a pas enfoncé que des portes ouvertes et que, n'hésitez pas à revenir vers nous, hein. L'idée, c'est aussi de se faire connaître et que, savoir qu'on peut vous aider dans j'allais dire dans vos exportations ou même vos importations au quotidien. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir.